En fait, alors je me suis intéressé à cette question-là à partir de l'hiver 2013-2014, puisqu'il y avait une révolution colorée dont le nom est Euromaïdan. C'est un nom composé. Euro, bon, bah, ça vient de Euro, enfin Europe, Union européenne. Maïdan, c'est le surnom de la place centrale de Kiev, la capitale de l'Ukraine. C'était la deuxième révolution colorée en l'espace de 10 ans, puisqu'il y en avait eu une autre pendant l'hiver 2004-2005, dont l'objectif était d'annuler les résultats de l'élection présidentielle. Là, vous voyez en quoi ça peut nous concerner aussi cette année. Puisque ce qui s'est passé en 2004, c'est que donc il y a eu une élection présidentielle en Ukraine, il y avait un candidat pro-russe, un candidat pro-américain, et c'est le pro-russe qui gagne. Ça ne plaît pas aux pro-américains, pour résumer la CIA et les réseaux Soros, pour résumer. Et donc il se lance dans une insurrection, enfin sur plusieurs semaines de manifestations. Finalement, le Conseil constitutionnel dit « Oh là là, ça va trop loin », on annule le résultat, le deuxième tour, le résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle, pour complaire aux manifestants. Et on revote un troisième tour. Et là, comme par miracle, le résultat s'inverse, et c'est le pro-américain qui gagne. Il fait son mandat, et puis 5 ans, 6 ans plus tard, à nouveau une élection présidentielle, le même candidat pro-russe se représente, du nom de Viktor Yanukovych, et il gagne encore, une deuxième fois. Et là, effectivement, les réseaux Soros de George Soros et la CIA sont un peu pris au dépourvu, ils n'ont pas le temps de relancer immédiatement une révolution colorée. Mais qu'à cela ne tienne, ils prennent quelques années, et au printemps 2013, ils commencent à lancer un mouvement, Ukraine soulève-toi, qui consiste en fait à organiser des manifestations avec comme objectif de faire tomber le gouvernement directement. C'est pas simplement pour protester contre telle ou telle réforme ou je ne sais quoi. Non, c'était vraiment l'objectif, c'était de faire tomber le gouvernement. Donc ensuite, en fait, ça s'arrête un petit peu, ça se tasse à l'automne 2013, et puis ça reprend en novembre 2013, et là, donc centralisé dans la capitale, sur la place centrale donc, et dans les quartiers autour, où il y a effectivement les ministères, où il y a le Parlement, donc ça aboutit à un putsch, en fait, donc un coup d'État en février 2014. Donc le pauvre Yanukovych a été putché 2 fois à 10 ans d'intervalle. Et puis donc, à l'époque déjà, les médias nous demandaient de prendre parti pour les révolutionnaires, contre la Russie, contre donc Yanukovych, donc le président déchu, qui manifestement n'était pas très enthousiaste vis-à-vis de l'intégration euro-atlantiste, puisqu'il avait retiré de son programme l'adhésion à l'OTAN, justement. Qui était en cours depuis un certain temps. Donc il avait retiré ça, et puis l'intégration dans l'Union européenne, manifestement, n'était pas très chaud, et puis il faisait monter les enchères entre Moscou et Bruxelles. Finalement, donc au dernier moment aussi, donc il y avait un accord qu'il devait signer en novembre 2013. Finalement, au dernier moment, il ne le signe pas avec Bruxelles, toujours dans le cadre du partenariat orientale, c'est-à-dire en fait ça c'est l'antichambre de l'entrée dans l'Union européenne. Donc il y a plusieurs pays qui sont comme ça en fait en attente d'intégration dans l'Union européenne. Donc il y a l'Ukraine, il y a la Moldavie, la Géorgie, je sais plus, j'ai plus la liste en tête. Ça s'appelle le partenariat oriental. Et donc Yanukovych fait un pas en arrière dans ce partenariat oriental, et là, ça relance les manifestations qui avaient déjà commencé donc, au printemps. Mais en province. Donc là, tout est centralisé sur Kiev. Et ça permet donc de faire venir les gens en car des diverses villes de province où ils avaient déjà fait connaissance auparavant pendant plusieurs mois. Et on voit apparaître aussi alors des choses, un phénomène assez étrange, c'est des groupes de combat néo-nazis. Bizarrement, les médias occidentaux nous demandent toujours de soutenir les révolutionnaires. Alors, quand c'est des gens, je dirais, normaux, entre guillemets, en anorak, avec des bonnets sur la tête et des pancartes « Vive l'Union européenne », je peux comprendre, parce que, quelque part, c'est conforme, en fait, à l'idéologie dominante.
Mais quand il s'agit maintenant de type tatoué avec des croix gammées, ça fait tâche, quoi. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Les médias continuaient à nous demander de soutenir ces révolutionnaires qui, effectivement, auraient été impuissants sans ces groupes de combat, qui étaient issus notamment des clubs de supporters de foot, c'est-à-dire des jeunes types très énervés qui aiment bien la bagarre, et donc qui étaient en mesure, effectivement, de s'affronter au Berkut, c'est l'équivalent des CRS. Donc, il n'y avait pas que des supporters de foot, il y avait aussi des vrais groupes paramilitaires qui existent en Ukraine depuis donc la chute du communisme. Le plus ancien, c'est UNSO, avec un trait d'union. Et puis, bon, ils ont fusionné justement pendant l'hiver 2013-2014 dans Pravi Sector. Et après le putsch, il y a eu aussi la création donc, du bataillon Azov, puis du régiment Azov, qui aujourd'hui est le plus connu, parce qu'en fait, bon, c'est tout simplement le mieux organisé, celui qui a finalement le plus de moyens, quoi, et qui rallie à lui le plus de monde. Et puis en dehors donc, de ces deux organisations, donc l'une qui en fait s'est structurée vraiment pendant le putsch, l'une qui est issue du putsch, il y avait aussi le fameux parti Svoboda, créé lui aussi en 1991, et qui effectivement tous les ans fait une cérémonie en mémoire du Troisième Reich et des soldats ukrainiens intégrés dans la division de la Waffen-SS Galicie. Tout ce milieu-là, en fait, n'est pas... est groupusculaire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'aux élections, bon, ils font 5%, pas beaucoup plus. Là, justement, aux dernières présidentielles, en 2019, quand Zelensky, le comédien, l'acteur comique, a gagné, en fait, ces trois organisations, Svoboda, Pravi Sector et Azov, ont fait une liste commune. Et ensemble, ils ont, je crois, fait maximum 5%. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais bon, voilà. Ils ne sont pas représentatifs, fondamentalement, de la population. Mais c'est ce qu'on appelle une minorité active. En France, quand on parle de minorité active, on pense à un certain nombre de minorités actives. Voilà. Mais on pense pas aux néo-nazis. Bon, figurez-vous qu'en Ukraine, les néo-nazis, ou les nazis tout court, en fait, forment eux aussi une minorité active. Qui en fait produit les mêmes résultats en fait, que toutes les minorités actives, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas représentatifs, mais ils ont quand même des postes clés dans les médias et dans la haute administration et dans les services de renseignement, au ministère de l'Intérieur. Et notamment, le ministre de l'Intérieur emblématique, Arsène Avakov, là, de ces dernières années, était précisément en fait, le protecteur du régiment Azov. Régiment Azov qui donc, était intégré dans la garde nationale, gérée par le ministère de l'Intérieur. Ce qui leur a permis d'organiser des événements avec leur branche civile, puisqu'ils ont créé une branche civile qui s'appelle Corps National, et qui organisait des concerts de black metal et des compétitions de MMA. De Mixed Martial Art. MMA, c'est un sport de combat qui fait une sorte de synthèse une synthèse d'autres sports de combat. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du pied-point, il y a du sol. Voilà, donc c'est un petit peu un mélange de lutte gréco-romaine quand on est au sol, et puis donc du pied-point. Il y a c'est un petit peu en fait une sorte de synthèse un peu hybride quoi, de plusieurs. Mais c'est en fait ça permet effectivement en fait ce que je veux dire c'est que ce genre de compétition permettait en fait de faire venir des jeunes gens de toute l'Europe dans un esprit de compétition et d'émulation sportive, mais orienté politiquement. Idem pour les concerts de black metal. J'ai suivi tout ça. Il y a un milieu sympathisant d'Azov à Paris, en France. C'est des gens avec qui j'ai eu des interactions. Donc il faut savoir en fait comment se structure cette branche de ce qu'on pourrait appeler le réseau Gladio, en référence aux groupes terroristes et paramilitaires gérés par l'OTAN en période de guerre froide. Je vais faire un petit rappel historique. Donc, à la chute du communisme, il y a tout un tas de dossiers qui sortent.
Et c'est notamment donc Giulio Andreotti en Italie qui révèle que un certain nombre d'attentats terroristes attribués à l'extrême gauche, attribués au Parti communiste en Italie, ont en fait été menés par des réseaux paramilitaires terroristes gérés par l'OTAN. C'est-à-dire en fait par la CIA et le MI6, enfin le MI6, c'est-à-dire le service britannique. Puisqu'en fait, bon, l'OTAN, c'est un terme un peu général. C'est surtout des bureaucrates, fondamentalement, quand on va voir, quand on regarde un petit peu ce que c'est surtout de la bureaucratie. Mais ensuite, en fait, sur le plan opérationnel, sur le terrain, c'est plutôt les services secrets qui directement qui gèrent en fait les agents traitants et ensuite les individus qui sont chargés de passer à l'action. Donc ces réseaux gladiaux ont donné naissance à un gladio B, en fait, c'est le nom, qui est composé, lui, de musulmans, d'islamistes. Idem, le but, en fait, c'est de recruter à chaque fois, dans un milieu sociologique donné, des jeunes gens énervés, mais avec un idéal romantique, révolutionnaire, pour faire le coup de poing, quand il s'agit, par exemple, de faire un putsch, de faire une révolution, ou même d'aller plus loin, c'est-à-dire, en fait, une fois que les réseaux paramilitaires sont suffisamment structurés, là, on peut mettre sur pied des petites armées. Donc, on voit tous ces... je viens d'évoquer ces deux branches des réseaux gladiaux. Donc la branche d'extrême droite, la branche islamiste, et il y a aussi une branche d'extrême gauche, alors qui est peut-être plus réservée à l'infiltration des médias, ou du moins des milieux politico-médiatiques et universitaires, mais qui a aussi une branche paramilitaire terroriste. Je vais vous citer une longue citation en fait, d'un texte qui est paru récemment, et vous allez voir, c'est extrêmement représentatif des méthodes de retournement, des méthodes en fait de recrutement. Voilà. Donc c'est un peu. Donc en fait je me suis passionné pour cette affaire ukrainienne parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'en réalité c'était un cas d'ingénierie sociale appliqué à la géopolitique. Alors oui, donc j'aurais peut-être dû commencer par là, mais bon, je me suis un peu spécialisé au fil des années sur l'ingénierie sociale. Qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale? C'est en fait, c'est la définition que je propose, ça fait une quinzaine d'années que je travaille là-dessus. Donc c'est la transformation furtive des sujets sociaux, individus ou groupes. Donc ça va au-delà de la manipulation. La manipulation, c'est en fait ponctuel. Là, il s'agit de transformer la nature des individus ou la nature des groupes humains, de la nature, en fait, transformer la nature humaine. C'est pour ça que ça a des prolongements dans le transhumanisme, évidemment. Quelles sont les références classiques, qui sont les classiques de l'ingénierie sociale? Donc, au XIXe siècle, en fait, c'est un Français qui invente l'ingénierie sociale, un certain Frédéric Leplay. Donc, il y a une avenue à son nom à Paris, une avenue parallèle au Champ de Mars, qui était ingénieur des mines et qui pose, vers 1860, si je me souviens bien, la question d'une ingénierie de la société. Et donc, il donne naissance à une école, en quelque sorte une école de pensée, qui s'appelle ingénieurs sociaux. Et ensuite, le terme tombe un petit peu en désuétude et il est remplacé plutôt par le terme de planification sociale, ou de planification tout court, à partir des années 20. Et donc là, ça se développe en parallèle des deux côtés de l'Atlantique, donc chez les bolcheviks, avec le plan, l'économie planifiée, mais aussi aux États-Unis, dans l'émergence de la société de consommation, qui obéit elle aussi à des plans. Sauf que c'est pas forcément l'économie planifiée, quoique, mais ça va être la planification du comportement pour adapter le consommateur au marché, dans la mesure où c'est pas l'inverse de toute façon qui se passe. Et en fait le terme redevient un petit peu à la mode, le terme d'ingénierie sociale est réactivé par les dirigeants de l'apartheid en Afrique du Sud,
dans les années 50 qui se revendiquent de l'ingénierie sociale. Ils utilisent le terme social engineering pour les anglophones pour en fait structurer l'apartheid. Donc c'est un projet de transformation intentionnelle de la société. Alors là, c'était pas furtif. Et puis dans les mêmes années 50, il y a Karl Popper, l'épistémologue, qui, dans son livre le plus connu, La société ouverte et ses ennemis, théorise deux sortes d'ingénierie sociale, donc une utopiste et une pragmatique. Donc deux manières, toujours pareil, de transformer la société. Et puis, à partir des années 90, l'ingénierie sociale est appropriée par les milieux du piratage informatique. Et qui là rajoute une dimension donc de furtivité, c'est-à-dire là oui de manipulation, mais pour se fonder sur deux principes, l'usurpation d'identité et oui, c'est bon. Voilà, donc fondé donc sur l'usurpation d'identité. Et là, c'est pour ça qu'en fait, donc, si on additionne les différents âges de l'ingénierie sociale, moi j'arrive à la fin, et donc je propose cette définition, c'est donc la transformation furtive d'une société ou d'un individu. Et donc là, ce que je vois en fait en Ukraine depuis un certain temps, c'est précisément une application directe de l'ingénierie sociale, puisque un certain George Soros est très actif en Ukraine. Il le disait lui-même en 2014 sur un plateau de télévision, sur CNN. Il disait oui, ma fondation, Open Society. Je vous explique tout de suite d'où ça vient. Ma fondation est présente en Ukraine depuis les années 80 et elle est très active dans les événements actuels. Alors c'était reconnu, ça a été évidemment, avoué, c'était même visible en fait pendant la révolution orange de 2004-2005. C'était un peu plus dissimulé pendant l'Euromaïdan. Mais voilà, ces deux révolutions colorées auraient été impossibles sans les milliards de dollars injectés par la fondation Soros, qui en Ukraine s'appelle International Renaissance, mais bon, c'est juste en fait une succursale, un faux-nez, une société écran de la société principale, l'organisation principale qui s'appelle Open Society, en hommage à Karl Popper, puisque George Soros a été l'élève de Karl Popper. Donc on peut dire qu'il y a vraiment une filiation, c'est-à-dire que Soros fait vraiment de l'ingénierie sociale en Ukraine. C'est qu'il essaye vraiment de transformer la société ukrainienne. Et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits en tout cas. Bon, il y a un certain nombre d'initiatives. Là, j'ai posté ce que j'avais archivé ces dernières années sur Facebook. Donc il y a tout un tas de programmes de rééducation des Ukrainiens qui sont mis en place au niveau gouvernemental pour rééduquer, pour injecter dans l'opinion publique un certain nombre de notions comme la diversité, la tolérance vis-à-vis des réfugiés, etc., etc. Donc il y a tout un tas il y a en fait un formatage de l'opinion publique et au-delà de l'opinion publique, un formatage en fait de la vision du monde des Ukrainiens qui est en cours depuis 2005 pour l'essentiel, c'est-à-dire depuis la Révolution orange, qui était déjà anti-russe, pro-occidental, libéral, progressiste et transhumaniste, quoi, si on va jusqu'au bout de la logique. Alors, il se trouve que en fait, l'idéologie soutenue par Soros en Ukraine, reçoit en fait un soutien sans faille de l'OTAN aussi, puisque on pourrait dire que le projet, l'idéologie de la société ouverte est vraiment partagée par toutes les élites mondialistes. C'est vraiment. Alors, je vais vous lire ce que disait en 2017, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui tweetait que partout dans le monde, les LGBT ont droit à une vie digne, préservée de l'exclusion et de la peur, et que la diversité rend nos sociétés ouvertes, plus fortes et plus sûres. Ça, c'était le tweet du secrétaire général de l'OTAN.
Et ensuite, sur le site de l'OTAN, l'Alliance militaire commentait cette déclaration de son porte-parole. L'OTAN a été pionnière à l'échelle mondiale. Il y a des gens qui peinent de ne pas entendre. Vous parlez un peu vite. Encore plus près du micro. Oui, là c'est bon. Hein. Oui. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, mais... Oui. Et le problème, c'est que j'ai besoin de mes deux mains pour... Donc, on va faire avec... Mais depuis combien de temps vous n'entendiez plus? Non, sérieusement, c'est pour savoir si je dois récapituler. Depuis la citation. Ah, bon, bah, ça va. Oui, donc, donc, Monsieur Jens Stoltenberg rejoint George Soros dans la promotion de l'idéologie de la société ouverte, puisque donc en 2017, il faisait un tweet pour soutenir les LGBT, qui était commenté par donc ses collègues sur le site même de l'OTAN, qui écrivaient « L'OTAN était pionnière à l'échelle mondiale en ce qui concerne la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe. Elle a accordé les mêmes prestations à tous les agents mariés dès juillet 2002, à une époque où le mariage entre personnes de même sexe n'était reconnu que par un seul pays dans le monde, les Pays-Bas. L'organisation est attachée à la diversité. Toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion, la nationalité, le handicap ou l'âge est strictement interdite au sein de l'OTAN. » Donc là, on a toute la phraséologie, enfin tout le code source, en quelque sorte, du mondialisme. Donc là, on voit que c'est, ça ne sort pas de nulle part, puisque de fait, l'OTAN assume être à l'avant-garde du mariage homosexuel. Ce n'est pas une évolution spontanée, c'est-à-dire que c'est une évolution qui a une origine centralisée dans les réseaux atlantistes, euro-atlantistes. Donc ensuite, cette profession de foi, donc, ce qui est une sorte de manifeste de l'idéologie atlantiste, n'est pas le fait d'un seul individu, ni même d'une seule organisation, puisque la CIA est très impliquée également dans le développement du politiquement correct et de la dictature des minorités. Ce que l'on appelle depuis quelques années la cancel culture et le wokisme. Quant à l'épidémie de transsexuels qui s'est emparée de l'Occident, son point de départ remonte probablement à 2000, quand la CIA a organisé une première Gay Pride dans ses locaux. Et oui. Non mais tout ça est totalement sourcé. Il y a un article, j'ai trouvé un article dans Le Monde de 2000, et puis on peut trouver des sources aussi. C'est notamment John Brennan, donc, qui était l'ancien directeur de la CIA sous Barack Obama, qui était un grand partisan du LGBT et qui faisait des communiqués, sans se cacher. Donc, pour vous donner une petite idée de l'environnement dans lequel les nazis ukrainiens évoluent, en fait, c'est ça, en réalité. C'est-à-dire, et là, on voit effectivement une grosse opération d'ingénierie sociale. C'est-à-dire que, donc, on sait que, là, si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu qu'il y a une base dans l'ouest de l'Ukraine, à Yavoriv, donc, qui a été littéralement atomisée, et qui accueillait des instructeurs étrangers depuis, en fait, au moins 2018. J'avais trouvé une source où, en fait, les Américains qui étaient sur cette base de Yavoriv avaient fait organiser la fête de Thanksgiving. Ils avaient invité donc leurs collègues de plusieurs contingents militaires européens, et il y avait une dizaine de nationalités qui étaient représentées. Donc en réalité, en fait, l'Ukraine est sous occupation militaire internationale. En fait, c'est une zone internationale. C'est comme Berlin pendant la guerre froide. C'est quasiment, en fait, une zone d'occupation internationale depuis très très longtemps. Et donc, on voit que les deux piliers du complexe militaro-industriel atlantiste, donc la CIA, qui avait donc des instructeurs étrangers, mais en fait depuis 2014,
Et l'OTAN sont engagés à l'avant-garde de la promotion de la société ouverte et de la diversité inclusive. Là, c'est un article, je vais vous citer un article en date du 10 février 2017, rédigé par Rose Gottmöller, secrétaire générale déléguée de l'OTAN, donc la numéro 2, qui évoquait la stratégie de changement culturel nécessaire pour imposer l'idéologie de son alliance militaire. Alors, qu'est-ce qu'elle écrivait ? Donc, l'OTAN a d'abord décidé de créer un plan d'action pour la diversité lors du sommet de l'OTAN à Prague en 2002. Et donc, quand on parle de la diversité dans un environnement organisationnel, le genre a tendance à être la première chose qui vient à l'esprit. Cependant, la diversité, comme le suggère le mot lui-même, est beaucoup plus complexe que cela. Donc ça concerne un peu tout, donc voilà, la diversité dans le contexte de l'OTAN. Je vais abréger la citation parce qu'elle est assez longue, mais ça concerne effectivement ce que disait Stoltenberg, c'est-à-dire la race, l'origine ethnique, l'âge, la religion, les handicaps, l'orientation sexuelle. Et Madame Rose Gottmöller de conclure, l'OTAN ne doit pas se limiter à l'idée de briser le ghetto rose, en quelque sorte, car il y a beaucoup de ghettos un peu partout. Il faut inspirer le changement culturel qui doit être poussé par les dirigeants parce que les organisations matures ont un conservatisme hérité, a déclaré Madame Gottmöller tout en discutant de la façon dont elle voit le changement comme un facilitateur au lieu d'un obstacle. Donc on trouve dans cette pièce de prose atlantiste toute la phraséologie progressiste selon laquelle le conservatisme serait un obstacle au changement culturel, qu'il faudrait nécessairement impulser dans le sens de la diversité, non seulement de genre, mais aussi raciale, culturelle, etc. etc. Là, on peut se demander, mais l'OTAN serait-elle de gauche, ou d'ultra-gauche, en tout cas gauchiste, ce qui est assez paradoxal, puisque pendant toute la guerre froide, l'OTAN se présentait comme le bras armé des conservateurs, contre le communisme, qui avait justement l'image d'un régime progressiste et révolutionnaire. En fait, c'est tout le contraire. Voilà. Donc en fait, les gens qui ont cru que le capitalisme était de droite réactionnaire et que l'OTAN était son bras armé et que les communistes, et eux, étaient les vrais révolutionnaires progressistes, ces gens-là se sont fait baiser. Excusez-moi. Non mais je veux dire, ils se sont plantés. En réalité, on voit aujourd'hui, en fait, je veux dire, bon, c'est d'une certaine manière, c'est un peu... En quelque sorte, les choses se décantent avec le temps, et on voit qu'en réalité, il faut inverser les pôles, et en fait, le communisme a été le vrai pôle conservateur, en fait. C'est-à-dire que le communisme a pétrifié dans la glace, littéralement, la moitié de la planète, à cause de son immobilisme. Mais il faut voir le bon côté des choses, en quelque sorte, mais à cause de son inertie socioculturelle, ça a permis en fait de préserver les modes de vie pendant toute la guerre froide, c'est-à-dire à peu près 2 ou 3 générations. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que le capitalisme incubait ? La révolution sexuelle des années 60 et tout ce qui s'en est suivi. Donc en fait, le progressisme, en fait, fondamentalement, est du côté du capitalisme. D'ailleurs, et là, je vous parle de la CIA et de l'OTAN, je pourrais vous parler des multinationales. Il y en a par centaines, par dizaines, enfin par milliers qui soutiennent le LGBT, qui soutiennent tout ce qui est diversité, métissage, etc. Donc en fait, finalement, aujourd'hui, en gros, le capitalisme est de gauche. Et en fait, ça autorise une relecture complète de tout ce qui s'est passé au XXe siècle, et en fait une requalification des deux blocs, communistes et capitalistes, avec donc une requalification conservatrice en réalité du communisme, du moins en période de guerre froide, parce que bon, évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant les périodes expérimentales bolcheviques, etc., bon, c'était de toute façon le chaos total et à la limite sans vraiment d'implication idéologique en fait. Donc, dans leur effort pour rejoindre l'alliance militaire, le régiment Azov, par exemple, les nazis ukrainiens, de toutes sortes, sont victimes d'un dispositif d'ingénierie sociale, c'est-à-dire de piratage mental, en 2 volets, hameçonnage et conduite du changement, procédant par étapes et de proche en proche pour amener furtivement et graduellement un sujet à faire exactement le contraire de ce qu'il dit et de ce qu'il veut consciemment.
Alors là, je vous renvoie sur John Kotter et Joseph Overton, qui a entendu parler de ça. Enfin, John Kotter, qui est on pourrait dire l'inventeur de la conduite du changement. La conduite du changement, c'est en fait la fabrique du consentement au changement. Alors c'est avec des applications essentiellement en entreprise, mais ça peut avoir des applications en politique et en géopolitique. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En fait, la fabrique du consentement au changement est modélisée par John Kotter en 8 étapes. Et la première, c'est quoi? C'est créer un sentiment d'urgence. Voilà. Tout le reste, je dirais, découle de ça. Et donc ça peut évidemment s'appliquer dans toutes circonstances. Hein. En fait, c'est le principe du pompier pyromane. Vous créez un problème, vous créez un sentiment d'urgence, et ensuite vous apportez votre solution. Et là, vous faites bouger le sujet que vous avez déstabilisé. Donc, et Joseph Overton, c'est l'inventeur du concept de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire la fenêtre de tolérance, de ce que nous tolérons, en fait, en tant que sujet individuel ou en tant que sujet collectif. C'est la fenêtre d'acceptabilité des idées et qu'il s'agit de faire bouger, quand, justement, si vous voulez faire changer, si vous voulez fabriquer le consentement ou changement d'un groupe, il faut passer d'abord par son code éthique, c'est-à-dire son code comportemental. Et là, il y a effectivement il faut pas brusquer les gens, parce que sinon ils se rétractent, ils se ferment. Et c'est là qu'il faut effectivement faire de l'hameçonnage, c'est-à-dire faire s'ouvrir le sujet que vous voulez pirater. C'est-à-dire, en fait, une fois que vous avez obtenu la confiance, ça c'est un principe de base de l'ingénierie sociale, c'est de cultiver la confiance. Forcément, si vous déclenchez, si vous suscitez la méfiance, tout simplement, vous n'avez plus accès à la pensée de l'autre, vous n'avez plus accès à son esprit, puisqu'il se ferme à vous. Tant que vous maintenez la confiance, vous avez accès au code source du système humain que vous voulez pirater. Et vous pouvez ensuite le réécrire. Mais il ne faut pas aller trop vite, il faut procéder par étapes. Donc voilà, vous voyez, l'hameçonnage, ça consiste justement à gagner la confiance de la cible humaine. Une fois que vous avez sa confiance, avec un hameçon, eh bien, ce système reste ouvert et vous pouvez commencer à le travailler pour le modifier progressivement par étapes, principe de la conduite du changement. Donc les deux dispositifs combinés permettent d'amener furtivement et graduellement un sujet à faire exactement le contraire de ce qu'il dit et de ce qu'il veut consciemment. Par exemple, pour le régiment Azov, le point de départ, c'est-à-dire le discours conscient des militants et d'Azov, c'est quoi? C'est l'autodéfense contre la Russie, qui est identifiée comme une menace identitaire pour l'Ukraine. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la mythologie des nazis ukrainiens, les Russes ne sont pas des blancs. Puisque en fait, les nazis ukrainiens sont des suprémacistes blancs. Et ils se placent dans le sillage de la théorie hitlérienne, comme quoi en fait, les Slaves sont des sous-hommes, même en fait plutôt des sortes de métis entre blancs et asiatiques, dans le meilleur des cas. Mais fondamentalement, ils ont une base génétique asiatique. Pour ce qui est des Russes. Et en fait, alors aussi bizarre que cela puisse paraître, en 2022, effectivement, il y a tout un milieu sociologique en Ukraine qui croit ça, qui est convaincu que en fait, les Russes représentent une menace, à la limite, c'est même pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons génétiques d'abord. Et donc, le discours conscient, par exemple, du régiment Azov, c'est donc l'autodéfense contre la Russie identifiée comme une menace identitaire pour l'Ukraine. Et le point d'arrivée d'Azov, c'est la guerre contre la Russie, parrainée par l'OTAN, faisant mécaniquement avancer le programme de l'OTAN, c'est-à-dire diversité, multiculturalisme, LGBT. Donc attaquant l'Ukraine et au-delà toute l'Europe, au cœur de leur identité autochtone. Les phases intermédiaires, donc par hameçonnage et conduite du changement, de cette opération de rabattage des nationalistes ethniques sur le mondialisme sans frontières sont 1. La russophobie, le néopaganisme, le néonazisme, l'européisme et l'atlantisme. Je vais vous lire en fait un portrait en fait, du régiment Azov, j'aurais peut-être dû le faire avant.
mais bon, comme j'improvise un peu, c'était en fait un article du Kiev Post de 2017 qui donc consacrait un article. Alors c'est un journal en fait ukrainien, hein, mais écrit entièrement en anglais. Bon, ce qui vous donne une idée un petit peu des orientations géopolitiques et donc qui se revendique libéral, hein, au sens comment dire, libéral libertaire, quoi. Donc là, voilà. Donc après 2 ans d'entraînement, alors ça c'est le titre de l'article. Après 2 ans d'entraînement, le régiment Azov brûle de retourner à la guerre. Ensuite, un extrait. Mais le régiment Azov attire l'attention pour d'autres raisons que ses prouesses de combat. Il a évolué d'une unité d'ultranationalistes irréguliers à une formation d'élite bien équipée, formée par des instructeurs étrangers. Il a la réputation d'abriter des nazis racistes, mais la réalité est plus subtile et complexe. Aucun des soldats à l'entraînement n'affiche de symbole raciste. Certains préfèrent se serrer la main en saisissant le poignet, ce qui est courant parmi les mouvements nationalistes. Leurs écussons d'épaule ont un insigne jaune et bleu qui ressemble à un Volksangel horizontal inversé, l'image en miroir d'un symbole utilisé par les nazis. Vous savez, c'est en fait un symbole qui ressemble en fait au S de SS, c'est-à-dire un S un peu anguleux, là, un peu stylisé. Donc certains combattants d'Azov pratiquent aussi les rites païens slaves. Au début du mois de juillet, une idole en bois de Péroun, le dieu du tonnerre de la Rousse de Kiev, médiévale pré-chrétienne, a été érigée à la base du régiment près de Mariupol, où ils sont retranchés en ce moment. Les combattants disent qu'ils rendent hommage à l'histoire de l'Ukraine, et donc ils s'entraînent intensivement, espérant atteindre les standards de l'OTAN, dont l'Ukraine aspire à rejoindre un jour les 29 membres. Standards de l'OTAN qui sont la diversité, l'inclusive, le LGBT, etc. Donc vous voyez, donc les dissonances cognitives, hein, et la schizophrénie organisée atteignent ici des sommets. Hein. C'est vraiment pour prendre l'Ukraine et l'Europe en tenaille sur un programme d'extrême gauche, mais arrivant depuis l'extrême droite, et faisant au final la synthèse du pire des deux. Le régiment Azov se retrouve ainsi à travailler activement pour le grand remplacement des Européens autochtones par des non-européens et des transgenres, tout en cultivant une mythologie qui lui donne le sentiment de protéger la race blanche et de se défendre contre une influence russe délétère car non européenne. Une opération d'ingénierie sociale réussie parvient à inverser votre instinct de conservation, donc à vous pousser au suicide avec la conviction de sauver des vies. Bon. On baigne aussi là-dedans depuis 2 ans. Hein. Donc le climat d'incohérence et de confusion mentale voilà, est encore amplifié, hein, par une stratégie de communication médiatique contradictoire, consistant d'une part à justifier l'intégration dans l'OTAN par la dangerosité supposée de la Russie, et d'autre part à nier toute volonté d'intégrer l'OTAN, ce qui permet de diaboliser la Russie, accusée d'une réaction paranoïaque disproportionnée contre l'Ukraine. Donc ça, vous l'entendez aussi dans les médias, hein, et y compris de la part des communicants d'Azov, qui ont le culot, hein, en fait, de mentir comme des arracheurs de dents. Enfin, bon, c'est des choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux ou même en discutant de vive voix au fil des années. Non, on ne veut pas rentrer dans l'OTAN, sachant pourquoi. Parce qu'ils savent bien que en fait, l'OTAN a une mauvaise image, malgré tout, enfin, dans les milieux nationalistes ou souverainistes français. Les gens sont un peu avertis. Et donc, pour se faire des amis dans ces milieux nationalistes et souverainistes français, il ne faut surtout pas dire qu'on veut rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Et c'est pour ça que ça a été minoré, enfin mis sous le boisseau pendant des années. Bon, ça vous l'avez peut-être pas perçu. Bon, enfin, c'est quand on est en contact avec ces milieux-là, en fait, c'est des choses qu'on voit revenir sans arrêt, quoi. Donc l'une des particularités de l'OTAN en période de guerre froide et jusqu'à aujourd'hui, hein, est de pratiquer une guerre hybride. Cette nouvelle forme de guerre totale, appelée également hors limite, consiste d'une part à privilégier les forces non conventionnelles sur les conventionnelles pour mener des opérations clandestines à fort impact psychologique, comme les attentats terroristes, mais surtout à abolir la frontière entre civils et militaires, c'est-à-dire à recruter et militariser les civils, parfois sans leur dire, et sans qu'ils soient forcément conscients de tout le dispositif, pour participer à la propagande de guerre au quotidien, hein, dans les médias de masse, sur les réseaux sociaux, et sous la forme d'événements divers, manifestations, défilés, happenings, etc. Donc certains milieux politiques comme l'extrême gauche, l'extrême droite et l'islamisme sont des viviers de recrutement de jeunes militants capables de donner leur vie pour un idéal,
que les agents traitants des services spéciaux déguisés en mentors leur feront miroiter pour les radicaliser et les transformer en chair à canon malléable. Donc comme on l'a vu en Ukraine, mais aussi en Syrie, puisqu'en fait, fondamentalement, c'est la même guerre, avec les mêmes personnes d'ailleurs, enfin, en tout cas, c'est les mêmes combattants des deux côtés. Ces groupes de jeunes gens énervés, partageant une sorte de romantisme révolutionnaire, peuvent être associés par les services d'action clandestine pour mettre sur pied des forces de procuration, donc des nouveaux réseaux gladiaux, moi j'appelle ça des néo-gladiaux en fait, qui brassent des bandes de manifestants casseurs, des terroristes et des paramilitaires dans une véritable ingénierie des groupes sociaux. Art de dissoudre et coaguler furtivement les sociétés humaines, de les fractionner ou de les reconstruire selon de nouveaux plans et au moyen de mots-clés partagés qui vont fonctionner un peu comme des mots à conditionner le comportement, et de l'invention d'un ennemi commun qui est nécessaire pour faire la jonction, pour faire la sauce, comme la Russie de Poutine, qui va jouer un rôle en fait un peu comme pour conditionner, comme pour produire les effets là, comme sur le chien de Pavlov, quoi. Vous prononcez certains mots et tout de suite ça déclenche un comportement. La psychologie du conditionnement en anglais appelle ça des triggers. Donc vous prononcez un mot, tout de suite, en fait, bon, la pupille se dilate, le pouce accélère, et en fait, mais essayez, enfin, sur des gens qui ont été bien conditionnés par les médias pour faire les 5 minutes de la haine sur Poutine, prononcez le mot Poutine, et vous allez voir tout de suite, c'est les gouttes de sueur, tout ça. Enfin, mais c'est vraiment, ça marche comme ça. Enfin, c'est salivaire, quoi. Enfin, je veux dire, on conditionne l'humain comme on conditionne des chiens, mais vraiment. C'est pas métaphorique, hein, ça marche exactement de la même façon. Donc le général britannique Frank Kitson, toujours vivant, est l'un des principaux théoriciens de cette guerre hybride menée par le biais de gangs et contre-gangs, de supplétifs civils à assembler ou à monter les uns contre les autres en fonction des besoins du moment. Les techniques qu'il évoque dans ses écrits sont vieilles comme le monde, déjà connues par les Chinois et les Grecs anciens, en tant que stratagème de guerre psychologique fondé sur la ruse et les stratégies indirectes. Mais Kitson a eu le mérite d'en faire la plus récente mise à jour. Donc je vais vous citer un extrait d'un ouvrage sur Hugo Chavez, préfacé par Michel Collomb, qui rappelle les grandes lignes de cette doctrine Kitson. Donc je cite, donc tout général qu'il soit, Kitson considère que la répression militaire et policière classique n'a aucune chance de réussir dans une campagne pour gagner les cœurs et les esprits, qu'il appelle guerre psychologique stratégique. Donc, il y a un certain nombre, alors il faut former évidemment tous les cadres aux techniques d'opération psychologique, mais aussi alors monter des pseudo-gangs qui recueilleront un maximum d'informations, mais qui surtout, en menant des coups attribués à l'ennemi, permettront de le discréditer. C'est le principe des faux drapeaux. Ensuite, employer les forces spéciales, voilà, bon... Et en fait, oui, en gros, c'est l'ensemble de la société qui se retrouve militarisée, puisque les médias sont militarisés, les civils sont militarisés, les militaires, oui, par définition, sont militarisés. Enfin, je veux dire, en fait, c'est une approche de la militarisation, enfin, c'est une approche du phénomène de la guerre, du phénomène militaire, tout azimut, et sans aucune limite. C'est pour ça, alors, l'appellation de guerre hors limite, ça c'est le terme de deux stratèges chinois. Et puis sinon, en Occident, on parle de guerre hybride. Et donc voilà, et particulièrement donc cette militarisation intégrale de la société est visible particulièrement. Donc je termine la citation de Michel Collomb, particulièrement visible dans les programmes que Washington appelle changement de régime, regime change, qu'il faudrait plutôt appeler coup d'État. Fin de citation. Donc c'est précisément le coup d'État amenant au changement de régime de 2014 en Ukraine qui a déclenché mon intérêt pour ces questions-là, sachant que en fait les révolutions colorées, que toutes les révolutions sont des révolutions colorées en réalité. Toutes les révolutions sont des putschs, sont des coups d'État. Et quasiment aucune révolution n'est spontanée. Il y a toujours des acteurs étrangers, quasiment, dans 90% des cas, si ce n'est 100%, et de toute façon, en fait, aucune révolution n'est possible sans en fait une convergence d'intérêts qui dépasse largement ce qui est visible.
Je veux dire, il y a tout un tas en fait, d'acteurs invisibles, d'acteurs furtifs dans les révolutions qui jouent un rôle aussi important, si ce n'est plus, que ce que l'on voit, enfin que ce qui est perceptible au niveau de la rue. Donc là, quand en plus ça se déroule dans un périmètre limité comme le centre-ville de Kiev, sur la place centrale, bon, en fait ça permet de faire des belles images pour les médias parce que tout est là, enfin tout est sur un quadrilatère qui fait quoi, 300 mètres sur 100, et ça permet effectivement en fait, de produire une version simplifiée du phénomène qui en fait dans le réel a des prolongements dans la bureaucratie, dans la technocratie. Donc là, on va bientôt ressortir donc aux éditions Culture et Racines un livre en fait justement sur précisément, un livre de moi sur les révolutions colorées en Ukraine. Donc en fait, c'est la continuation du livre que j'avais sorti en 2017, intitulé Retour sur Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN. Donc là, en fait, je le complète en fait avec des informations accumulées depuis 2017. Et là, on va le ressortir dans quelques semaines. Donc, je rapporte des sources, en fait, des sources ukrainiennes ou d'autres, qui traduisent bien, effectivement, que de toute façon, toute l'administration était, vérolée, de toute façon. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que les insurgés se battaient contre les forces de l'ordre dans le centre-ville de Kiev, de toute façon, il y avait toute une activité invisible aux médias qui consistait en fait à donner des ordres absurdes, par exemple aux forces de l'ordre, dans la hiérarchie du ministère de l'Intérieur. Et en fait, aucune révolution n'est possible si vous n'avez pas des complices dans la haute administration. Justement, des complices pour saboter le travail normal des forces de l'ordre. Puisque, bon, une révolution, c'est essentiellement un rapport de force physique entre des insurgés et des forces de l'ordre. C'est essentiellement ça, en fait. C'est symbolisé par le phénomène de la barricade. D'un côté, vous avez les insurgés, de l'autre côté, vous avez les forces de l'ordre. En 1830, là, pendant les Trois Glorieuses, là c'est vraiment la révolution avec les barricades. Enfin, c'est surtout, parce que en 1789, ça s'est étalé sur des années. Et en fait, les gens ne se battaient pas tous les jours. Donc il y a eu une quinzaine de journées révolutionnaires avec des morts. Mais bon, entre deux journées révolutionnaires, il se passait pas grand-chose. Enfin, c'était des intrigues, etc. Et c'était des révolutions de palais. Mais là, d'une certaine manière, en fait, le phénomène des Trois Glorieuses en 1830 en France, quelque part, ça permet en fait de faire un focus, de faire une focalisation sur en fait un laps de temps très réduit qui permet de voir les choses vraiment de manière, un peu comme avec un microscope, quoi. De la même manière que, par exemple, pendant les 3 mois qu'a duré l'Euromaïdan à Kiev, là on a eu effectivement possibilité de voir un petit peu, en fait, c'est un cas d'école en quelque sorte, c'est-à-dire on voit en fait toutes les techniques qui sont déployées, mais il ne faut jamais oublier que ce que l'on voit, ce qui est perceptible et ce qui est rapporté dans les médias, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, et qu'il y a aussi toute la dimension bureaucratique, technocratique, avec justement des rapports de force entre collègues au sein des ministères pour désorganiser les forces de l'ordre. Et que s'il n'y a pas ce travail-là en amont, ce travail de désorganisation des forces de l'ordre par leur propre hiérarchie, on n'arrive à rien. Il y a peut-être des gens qui ont participé aux Gilets jaunes dans la salle. Il faut se représenter que ce qui s'est passé à Kiev pendant l'hiver 2013-2014, c'est comme si les Gilets jaunes avaient occupé la place de la Concorde pendant 3 mois, sans être délogés. Et donc avec des tentes, avec du ravitaillement, et même avec une tribune médiatique, avec des caméras et des chaînes étrangères qui venaient filmer et répercuter les discours des gens qui se relayaient à la tribune avec une tribune de style concert de rock, quoi. Donc vous voyez bien que ce n'est pas possible, déjà premièrement sans une faiblesse de l'État, mais une faiblesse organisée. De fait, l'État est fort en France, et c'est pour ça que en fait, ce qui s'est passé à Kiev pendant 3 mois est impossible à copier-coller, impossible à reproduire en France, parce que précisément, l'État profond, en quelque sorte, est déjà infiltré par lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, l'État profond ukrainien était, en quelque sorte,
on pourrait dire, un héritage du monde soviétique, mais totalement noyauté par une nouvelle hiérarchie euro-atlantiste. Et c'est ce qui a rendu possible deux révolutions colorées à 10 ans d'intervalle. Alors que, bon, en France, c'est, pour ainsi dire, 100% d'euro-atlantistes. Donc, en fait, vous voyez le problème qu'on a, en fait. Enfin, bon, j'ai un peu étudié le phénomène révolutionnaire et comment dire, les possibilités concrètes. Hein, enfin, parce qu'il y a des... Enfin, de la même manière que Lénine, par exemple, avait passé des années à étudier la Révolution française en bibliothèque, avant d'essayer lui-même de passer à l'action. Bon, je suis allé en manif, etc. Bon, j'ai vu en fait comment ça marchait, et puis bon, j'ai étudié des cas concrets couronnés de succès. Que ce soit les cas français ou des cas étrangers. Et de fait, ces dernières années, bon, on est servi, parce qu'entre les révolutions colorées des ex-pays de l'Est, enfin des pays de l'Est anciennement soviétiques, ou le printemps arabe, hein, toute cette série aussi de révolutions colorées en 2011-2012 qui a balayé en fait tout le pourtour de la Méditerranée, de la Syrie jusqu'au Maghreb. Bon, bah, là, on a eu des cas concrets à observer justement pour étudier en fait quelles sont les conditions à remplir pour que ça marche et pourquoi dans certains cas ça ne marche pas. Bon, donc et en fait il y a des raisons tout à fait concrètes et en fait c'est susceptible d'une étude scientifique. Enfin, je veux dire, ça se fait pas trop. Enfin, évidemment les services de renseignement font ces études-là. Donc en fait, bon, dans le livre qui va ressortir là dans quelques semaines, justement, je rapporte un certain nombre de sources qu'il est possible de trouver assez facilement, hein, en sources ouvertes, mais en cherchant un peu sur justement tout le travail que les services secrets anglo-américains font sur les sciences du comportement, justement pour en fait se donner les moyens intellectuels d'agir sur le comportement d'autrui et de justement radicaliser les foules. Parce que bon, radicaliser les individus, ça on sait comment faire, c'est pas très difficile finalement. Il y a un âge particulier, en gros ça se fait entre 18 et 25 ans, et il y a un certain nombre de conditions à remplir. En revanche, radicaliser les foules, c'est un peu plus difficile. Mais bon, il y a des méthodes à appliquer, et ça se fait, ça peut se faire, je dirais, de façon industrielle, hein, littéralement, quoi. Donc je vous invite à vous procurer mon livre qui devrait sortir dans quelques semaines. Vous verrez en fait, je récapitule en fait toutes les conditions à remplir pour une révolution réussie, et donc en m'appuyant sur des exemples concrets et sur des sources certifiées. Donc, la question que je me suis posée en 2014, là, donc avec cette révolution ukrainienne, donc c'est premièrement pourquoi on me demandait de prendre parti à ce point pour l'Ukraine et d'être à ce point contre la Russie. Bon, la question peut se reposer vraiment à l'identique en ce moment. Mais c'est justement parce que les médias sont militarisés. C'est-à-dire qu'en fait, les réseaux gladiaux donc, ne sont pas uniquement en fait, des groupes de terroristes ou des groupes de paramilitaires, c'est aussi en fait des journalistes, tout simplement. Des journalistes, alors soit qui sont gagnés spontanément par l'idéologie atlantiste, parce que ça leur plaît vraiment, soit qui sont vraiment recrutés, c'est-à-dire c'est des agents de la CIA directement. Donc il y a un certain nombre justement en fait, je vais vous reparler en fait un petit peu donc justement de ces réseaux gladiaux d'extrême gauche, et puisque c'est intéressant en fait aussi de se poser la question de ce qui va se passer quand ils vont revenir, puisque c'est la question qu'on se posait là par rapport aux djihadistes syriens, que va-t-il se passer quand ils reviendront? La question peut se poser aussi pour tous les jeunes Français d'extrême gauche ou d'extrême droite qui sont partis en Ukraine, qui y sont en ce moment et qui vont revenir. Là, je vais vous lire justement un texte en fait qui est sorti récemment dans les milieux d'extrême gauche, dans les milieux antifascistes.
Donc, puisque en fait le néo-gladio donc, de l'extrême gauche atlantiste, ou trotskiste, diront certains, c'est-à-dire l'extrême gauche anticommuniste. Pour ceux qui ne connaissent pas l'extrême gauche, en fait, l'extrême gauche n'est pas forcément communiste. Premièrement, l'extrême gauche est subdivisée entre on pourrait dire les marxistes et les anarchistes, mais même à l'intérieur des marxistes, vous avez encore une subdivision, on pourrait dire mais une subdivision non officielle entre, en gros, les staliniens et les trotskistes, en gros. Et les trotskistes, en fait, sont devenus anticommunistes avec le temps. Et il y a des passerelles entre les trotskistes et les anarchistes. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on appelle, on appelle ça plutôt les antifascistes, enfin, antifa. Donc, la spécialité donc, de ce néo-gladio d'extrême gauche atlantiste, ou trotskiste, donc, est plutôt l'infiltration donc, des champs politiques, médiatiques et intellectuels. Tenez plus votre micro, pardon. Oui, comme ça, d'accord. Ouais. Et donc, donc sa spécialité, c'est l'infiltration des champs politiques, médiatiques et intellectuels. Mais il a aussi une branche terroriste et paramilitaire que l'on a vu donc, dans la région syrienne du Rojava, essayer de déstabiliser le gouvernement de Bachar el-Assad et en Ukraine du côté du régime de Kiev. Bizarrement, puisque finalement, on se dit, oui, mais puisque le Donbass cultive, enfin la région séparatiste du Donbass cultive la mémoire de l'époque soviétique, pour se dire que bon, les jeunes gauchistes français ou européens vont plutôt s'engager auprès du Donbass. Eh ben non, pas du tout. Ils vont du côté de Kiev. Et donc le 15 février 2022, au moment où les tensions commençaient à s'exacerber autour du Donbass, cette année-là, un article était diffusé dans les milieux anarchistes, antifascistes et libertaires pour commencer à recruter des combattants volontaires à envoyer en Ukraine au service de l'OTAN. Ouais. Ce texte récapitule la situation depuis 2014. Alors, je vais vous lire l'extrait que j'ai sélectionné parce qu'il est très long, mais c'est vraiment extrêmement pédagogique. Enfin, je veux dire, c'est riche d'enseignements. Donc ce texte récapitule la situation depuis 2014, notamment les fraternisations plus ou moins forcées de l'extrême gauche et de l'extrême droite pendant l'Euromaïdan à Kiev, puis pendant les premiers mois de la guerre civile dans le Donbass, et s'achève sur un appel explicite à s'engager physiquement et militairement contre la Russie. Donc les influenceurs et autres spin-doctors atlantistes se surpassent pour élaborer le grand récit mythologique anti-russe visant à faire la synthèse des branches théoriquement antagonistes de leur réseau de supplétifs. Donc, 2 points, ouvrez les guillemets. Donc, je commence à citer cet article, donc rédigé par un antifa. En raison de l'absence d'une organisation massive en 2014, les premiers volontaires anarchistes et antifascistes sont partis à la guerre individuellement en tant que combattants isolés, médecins militaires et volontaires. Ils ont essayé de former leur propre escouade, mais en raison du manque de connaissances et de ressources, cette tentative a échoué. Certains ont même rejoint le bataillon Azov. Et l'OUN, O-U-N, c'est l'organisation des nationalistes ukrainiens. Donc c'est vraiment le parti historique des nazis ukrainiens fondé dans les années 30, 1930 par Stepan Bandera. Et qui existe encore, et qui fait partie donc, des dizaines d'organisations néo-nazis ukrainiennes. Puisqu'il n'y a pas que Azov, Pravi Sector et Svoboda, il y en a moins connus. Bon, l'OUN, c'est l'organisation historique qui existe encore, et qui recrute aussi. Les raisons étaient banales. Donc pourquoi, en fait, certains anarchistes antifa ont rejoint Azov et l'OUN? Les raisons étaient banales. Ils rejoignaient les troupes les plus accessibles. Commentaires personnels, comme quoi parfois il suffit de pas grand-chose en fait pour finalement que les gens se retournent complètement et passent de l'autre côté de la barrière, quoi. C'est-à-dire qu'en fait là c'est de l'opportunisme tactique, enfin c'est même pas de l'opportunisme, c'est en fait tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix, quoi. S'ils veulent vraiment se battre, mais alors il faut vraiment avoir envie de se battre, quoi. Mais ils sont obligés d'aller chez l'ennemi théorique. Mais en réalité, c'est toujours la hiérarchisation de l'ennemi. L'ennemi prioritaire, là, ça reste la Russie de Poutine. Et finalement, les néo-nazis deviennent un ennemi secondaire, y compris pour des anarcho-libertaires antifa. Non mais l'esprit humain est capable de tout, franchement.
Alors, par conséquent, voilà, donc, les raisons donc, que les gauchistes rejoignent Azov et Loun, les raisons étaient banales, ils rejoignaient les troupes les plus accessibles. Par conséquent, certaines personnes se sont converties à la politique de droite. Et voilà. Et hop, voilà, c'est ça. Donc, les anarchistes, alors, un petit peu plus loin, les anarchistes d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie soutiennent pour la plupart, directement ou implicitement, l'indépendance de l'Ukraine. La raison en est que, même avec toute l'hystérie nationale, la corruption et un grand nombre de nazis, comparé à la Russie et aux pays qu'elle contrôle, l'Ukraine ressemble à un îlot de liberté. Ce pays conserve, tout ça, ça sort de, c'est la prose d'un anarcho-libertaire antifa. Ce pays conserve, l'Ukraine, conserve des phénomènes uniques dans la région post-soviétique, tels que la remplaçabilité du président. Et quand les élections ne sont pas truquées. Un parlement qui a plus qu'un pouvoir nominal et le droit de réunion pacifique. Dans certains cas, compte tenu de l'attention supplémentaire de la société, les tribunaux fonctionnent même parfois selon le protocole prévu. Bon, ils cherchent des raisons. Enfin, ça s'appelle une rationalisation en psychologie. Dire que cette situation est préférable à celle de la Russie n'a rien de nouveau. Comme l'écrivait Bakounine, nous sommes fermement convaincus que la République la plus imparfaite est 1000 fois meilleure que la monarchie la plus éclairée. Il existe de nombreux problèmes à l'intérieur de l'Ukraine, mais ces problèmes ont plus de chances d'être résolus sans l'intervention de la Russie. Cela vaut-il la peine de combattre les troupes russes en cas d'invasion? Nous pensons que la réponse est oui. Et voilà, c'est gagné. Donc là, on a des gens qui sont prêts à mourir, en fait, pour Azov contre Poutine. En fait, le tour est joué. Là, il suffit. C'est comme par exemple, en fait, le pouvoir, en fait, concernant par exemple le phénomène de l'élection, enfin du scrutin, enfin le phénomène du système électoral. Le pouvoir se fiche totalement de ce que vous pensez. Le pouvoir veut simplement que vous mettiez tel ou tel bulletin dans l'urne. C'est tout. Le moyen pour y arriver n'a aucune espèce d'importance. Donc là, ce qui compte, c'est pas en fait le moyen pour pousser le petit jeune à se battre, c'est qu'il se batte. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. Donc ça peut être un cheminement qui passe par l'ultra-gauche, par l'ultra-droite, par le djihadisme. Ça n'a plus aucune importance. Et là, quand on comprend ça, en fait, donc on commence à comprendre les mécanismes psychologiques à mettre en œuvre pour radicaliser donc des petits jeunes à envoyer se mourir comme chair à canon. Et en fait, on commence à comprendre en fait, comment fonctionne vraiment la psychologie humaine. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des discours conscients, des discours politiques conscients sont en fait simplement des rationalisations au sens psychologique du terme, qui en fait essayent de mettre en cohérence en fait, des besoins psychologiques qui sont très souvent contradictoires. En l'occurrence, là, le besoin de dire merde à papa. Non mais je veux dire, la Russie de Poutine, c'est papa. Dans l'inconscient d'un jeune adolescent ou d'un adolescent prolongé, comme il y en a des millions aujourd'hui, en fait, Poutine occupe la place du père, c'est-à-dire du surmoi, de l'autorité. Voilà. Et tout ce qui compte à ce niveau-là, en fait, c'est peu importe le discours politique, en fait, qui est totalement immature et bancal, en fait, ça ne tient pas debout. Peu importe le discours, qu'il soit d'ultra-droite, d'ultra-gauche, ça, en fait, ça tient à pas grand-chose, en fait, ça tient à son milieu de socialisation d'origine, parce que la famille était elle-même d'extrême droite ou d'extrême gauche, etc., etc. Mais tout ça, en fait, c'est que du symptôme, fondamentalement. Là, ce qu'il faut, c'est s'occuper, en fait, des places, de la topologie lacanienne, en quelque sorte. C'est-à-dire, en fait, les places qu'il faut occuper dans la structure psychique, enfin, la structure émotionnelle de quelqu'un. Parce que la psychologie, c'est que des émotions, fondamentalement, et des projections. Bref, je reprends la citation. Voilà, cela vaut-il la peine de combattre les troupes russes en cas d'invasion? Nous pensons que la réponse est oui. Les options que les anarchistes ukrainiens envisagent à l'heure actuelle comprennent l'adhésion aux forces armées de l'Ukraine, l'engagement à la défense du territoire, l'engagement partisan et le volontariat. Une éventuelle invasion russe oblige le peuple ukrainien à chercher des alliés dans la lutte contre Moscou. Pas sur les réseaux sociaux, mais dans le monde réel. Les anarchistes ne disposent pas de ressources suffisantes en Ukraine ou ailleurs pour répondre efficacement à l'invasion du régime de Poutine.
Il faut donc penser à accepter le soutien de l'OTAN. Et voilà, la jonction est réalisée. Et là, vous avez des anarcho-libertaires antifa qui sont prêts à donner leur vie pour l'alliance militaire, bras armé du capitalisme pendant toute la guerre froide. Voilà. Et en fait, là, vous voyez en fait, que en fait, tout le discours politique tenu consciemment vole en éclats. Ce n'est plus qu'un prétexte, c'est un symptôme. Ce sont des justifications. Des justifications pour, en fait, fondamentalement, répondre à des besoins psychologiques, émotionnels, enfin de projection de type triangle de Karpman, etc. Et puis, affrontement à la figure du père, et ce genre de choses. Et, quête du groupe fusionnel. C'est-à-dire, en fait, recherche d'un groupe avec lequel, d'une communauté fusionnelle originelle, quoi. C'est-à-dire en fait, recherche finalement du giron maternel, parce que le groupe fusionnel c'est toujours en fait en quelque sorte un souvenir du giron maternel, c'est-à-dire un souvenir de la fusion avec le corps maternel. Quand ces individus donc reviendront dans leur pays natal, c'est-à-dire ces individus, donc là en l'occurrence anarcho-libertaires, antifa, quand ils vont revenir en France, pour ce qui concerne les Français, leur expérience et leur radicalisation politique pourraient être mises au service de l'OTAN, encore une fois, contre les amis ou sympathisants de la Russie, identifiés comme l'ennemi international. Donc c'est-à-dire que ces petits jeunes qui auront échappé à la mort en Ukraine vont revenir en France et vous identifieront, si vous êtes sympathisant de la Russie, comme une 5e colonne à éliminer. Et oui, c'est ça qui est en cours. C'est ça qui va se passer. Le geste fondateur de la politique est la désignation d'un ennemi, selon l'intuition géniale de Carl Schmitt. À l'ère de l'ingénierie sociale, donc les idées et les identités servent de déclencheurs comportementaux, triggers exploités par des experts en psychologie du conditionnement qui travaillent à exploiter votre énergie physique et votre temps de cerveau disponible pour les militariser selon leurs besoins et en vous désignant un ennemi. À chaque fois, le scénario est adapté en fonction des sensibilités. Pour l'extrême droite, l'Ukraine est le bastion de la race blanche contre l'envahisseur asiatique russe. Pour l'extrême gauche, l'Ukraine est le bastion de l'antifascisme contre l'autoritarisme russe. Et pour les djihadistes, l'Ukraine est la continuation du théâtre d'opération syrien, ce qui est pour le coup exact, là, compte tenu de l'alliance géopolitique entre Bachar el-Assad et Vladimir Poutine. Puisque Bachar el-Assad était considéré comme un apostat, puisque Bachar el-Assad, en fait, est le dernier représentant du baasisme, qui est un parti laïque. Donc à faire tomber pour rétablir le califat et donc un régime religieux objectif des djihadistes. Donc l'intervention russe de 2022 en Ukraine a permis de crever l'abcès sur ces réseaux néo-gladiaux en obligeant, les médias occidentaux à reconnaître l'existence et le poids des fameux nazis en Ukraine. Parce que moi, je n'ai jamais vu autant d'articles sur Azov ou sur les autres que depuis le 24 février 2022. Là, en ce moment, les journalistes font leur travail. Mais en 2014, non, c'était vraiment... on pouvait les compter sur les doigts de la main, les articles qui mentionnaient cette espèce d'étrangeté politique, c'est-à-dire en fait ces nazis qui veulent rentrer dans l'Union européenne, qui font le coup de poing quoi, pour rentrer de toute force dans l'Union européenne. Il y a eu des articles, il y en a eu, et puis il y avait eu aussi le documentaire de Paul Moreira de Canal+, voilà, mais qui a eu des problèmes en fait. L'ambassade d'Ukraine a demandé à ce que la projection du film soit déprogrammée, et Moreira s'est fait un peu taper sur les doigts, etc. Donc de temps en temps, voilà, il y avait effectivement, ça fuitait quoi, mais bon, là en ce moment, on peut dire qu'effectivement, les journalistes font leur travail d'information, proportionné par rapport à la réalité du phénomène.
Ça correspond en fait, comment dire, pour le coup, là où c'était sous-proportionné en 2014, là, bon, on a affaire à un travail qui correspond à la réalité. Donc en fait, l'intervention du 24 février a permis de crever l'abcès sur ces réseaux néo-gladiaux, donc en obligeant les médias occidentaux à reconnaître l'existence et le poids des fameux nazis en Ukraine, dont le rôle était minimisé jusque-là, voire relégué carrément au rang de fantasme conspirationniste. Donc ça, premier point positif. Deuxième point positif, ça a obligé à officialiser les filières de recrutement. Avec la création le 27 février par le président Zelensky de la Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine, dont les têtes de pont sont les ambassades d'Ukraine à travers le monde. Vous pouvez aller voir, il y a un site très bien fait pour recruter des combattants volontaires, avec ou sans expérience, pour venir se battre en Ukraine. Vous tapez Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine, vous tombez sur le site, et ensuite, donc, je ne sais plus, je crois que c'est en bas de la première page, donc il y a les adresses auxquelles il faut frapper pour aller s'engager dans cette Légion internationale de l'Ukraine. Et si vous regardez, à chaque fois, c'est l'ambassade d'Ukraine dans tel ou tel pays. Et c'est comme ça depuis en réalité depuis toujours, en fait, enfin depuis 2014. Sauf que c'était plus ou moins sous-traité, délégué par des individus en position de mentor ou de gourou dans certains milieux, mais en fait, à la base, fondamentalement, c'était centralisé par l'ambassade d'Ukraine à Paris ou à Londres ou à Berlin. Donc ça ne change pas, mais aujourd'hui, au moins, c'est reconnu ouvertement. En revanche, c'est encore l'omerta sur la question du retour, parce qu'après leur formation aux armes à l'étranger, les membres les plus radicalisés des néo-gladiaux, souffrant éventuellement de stress post-traumatique, donc de problèmes psychologiques, voire psychiatriques, vont revenir et passeront à l'acte spontanément ou sous la direction d'agents traitants. Dans les deux cas, pour maintenir une stratégie de l'attention qui peut prendre plusieurs aspects, donc agite-prop, soft power, mais aussi assassinat ciblé et terrorisme. Alors justement, le porte-parole du régiment Azov en France m'avait fait savoir il y a quelques années, avec une certaine courtoisie, que moi-même j'étais persona non grata en Ukraine, à la suite de mon bouquin de 2017. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si j'essayais de rentrer en Ukraine, je suis allé en Ukraine en 2016, mais avant la sortie du bouquin. Après, bon, évidemment, le livre a été porté à la connaissance des services de sécurité ukrainiens. Et donc, voilà, on m'a fait savoir que si j'essayais de retourner en Ukraine, de toute façon, je serais refoulé à la frontière, dans le meilleur des cas, et puis sinon, on me laissait rentrer, et puis aussitôt on me chopait, et je terminais au fond d'une prison. Donc on a affaire en fait à effectivement en fait tout ça en fait le problème, si vous voulez, c'est que la situation va s'internationaliser, quelle que soit l'issue du conflit actuel, l'issue de l'intervention russe, ça va s'internationaliser dans tous les cas. Et nous sommes au premier rang en France. Et je ne sais pas combien de temps il me reste en fait, là je vais peut-être arrêter bientôt, non? Puisque... Comment? Oui. Donc, puisque, comme vous le savez peut-être, ou vous ne le savez peut-être pas, mais bon, donc Nicolas Sarkozy nous a fait revenir dans le commandement intégré de l'OTAN, je ne sais plus exactement en quelle année, en 2009, oui, voilà, c'est ça. Donc la déconstruction de l'héritage gaulliste était encore poursuivie en 2016 sous François Hollande, puisque la France fera encore un autre bond en arrière, puisque le 7 avril 2016, le Parti socialiste soutenait à l'Assemblée nationale la réadhésion au protocole de Paris de 1952 sur le statut légal des quartiers généraux de l'OTAN présents sur le territoire français. Pendant la séance, quelques députés formulaient leurs réserves, tels que François Asensi, Nicolas Dhuicq, Thierry Mariani et Bernard Debré. Ce dernier résumait la substance du texte de loi ainsi. En réalité, la question posée par la ratification de ce protocole
qui est totalement oublié aujourd'hui, en fait, hein, mais vous allez voir à quoi ça nous engage. Donc ce n'est pas seulement de permettre l'intégration d'agents de liaison étrangers au sein de nos services, c'est-à-dire en fait l'infiltration de nos services par la CIA, pour aller vite, au titre de notre participation à l'OTAN, mais bien autorisé au nom de notre participation à l'OTAN, des puissances militaires certes alliées à installer, sur simple décision politique, des bases sur notre territoire. Donc là, bon voilà, l'arsenal juridique est présent, hein, est déjà validé, pour qu'on se retrouve comme en Pologne avec des soldats américains sur notre sol. Mais, enfin, je veux dire des bases entières, quoi, en fait. Hein. C'est pas uniquement en fait des agents, comme le dit Bernard Debré, c'est-à-dire des agents de liaison étrangers au sein de nos services. Non, non, là, la porte est ouverte légalement. Hein, pour en fait qu'on ait effectivement des bataillons d'occupation, quoi. Donc cette loi numéro 2016-482 fut votée en procédure accélérée et son texte paraissait quelques jours plus tard dans le journal officiel numéro 94 du 21 avril 2016. Donc ce retour au plus près de l'OTAN combiné au thème de la menace russe participe d'un processus d'intégration atlantiste totalement anachronique. Donc un autre coup, en fait, bon, évidemment, anachronique. Bon, alors on va nous dire oui, mais regardez, la preuve que c'est pas anachronique, c'est que les Russes attaquent. Voilà, mais bon, c'est toujours le débat en fait qui commence. Hein. Je veux dire, dans la mesure où, enfin, je pense que vous êtes suffisamment informés là-dessus. Le pacte de Varsovie, qui était l'analogue en miroir de l'OTAN, a été dissous en 1991 au même moment que l'Union soviétique et que le communisme en général. Là, de fait, le monde communiste a vraiment assumé sa défaite, y compris en dissolvant sa propre alliance militaire. En revanche, en face, ça a continué à avancer. Et en fait, on ne peut pas, il n'y a pas de symétrie, si vous voulez, parce que ça, c'est aussi un piège rhétorique, un stratagème, hein, dans lequel les agents atlantistes, hein, qu'ils soient conscients ou inconsciemment atlantistes, essayent parfois de nous engager, hein, si on rentre dans une joute verbale, hein, pour savoir qui a raison, qui a tort entre les Russes et les Occidentaux, c'est de poser une symétrie dans le rapport de force. Mais non, c'est pas du tout symétrique. Là, en fait, les Russes sont sur la défensive depuis des années. Et c'est précisément l'OTAN et les Occidentaux qui sont à l'offensive. Donc c'est pas du tout symétrique. Et là, l'opération lancée le 24 février, c'est en fait le maximum de ce que la Russie a fait depuis 1991. Et finalement, ça va pas très loin, puisqu'on voit bien que, en gros, le territoire occupé, là, c'est à peu près 10% en fait, du territoire de l'Ukraine. Ils n'ont pas forcément l'intention d'aller beaucoup plus loin. Enfin, en tout cas, en termes d'occupation militaire. En revanche, bon, un coup majeur serait porté à l'atlantisme en France en 2022, hein, en cas de victoire à l'élection présidentielle d'un parti marchant sur les pas de De Gaulle vers la sortie de l'OTAN, ou au moins du commandement intégré de l'OTAN. Et, si possible, prenant ses distances avec l'Union européenne. Il ne faut pas être trop difficile. Soyons d'abord eurosceptiques, parce que, bon, vu que ce n'est pas très populaire dans l'opinion publique française, ça ne sert à rien. Enfin, moi, je suis pour le Frexit, hein, à titre personnel, évidemment. Le problème, c'est qu'on se compte sur les doigts de la main. Enfin, je veux dire... Donc, ça fait... là, aux dernières élections européennes, on a bien vu que les deux candidats du Frexit faisaient ensemble moins que le Parti des animaux. Donc, c'est... Voilà. Non, mais c'est la vérité, Donc c'est pas quelque chose qui parle à beaucoup de gens. Hein. Voilà, et là, en l'occurrence, il n'y avait pas l'excuse du vote utile en 2019 aux européennes, puisque c'était une élection proportionnelle intégrale à un tour. Donc là, on peut voter vraiment... Enfin, le vote de conviction fait sens. Il n'y a pas l'excuse du vote utile. Cette excuse, elle est valable pour quand c'est un scrutin majoritaire à 2 tours. Là, effectivement, on peut ne pas voter pour ce qu'on pense, mais voter pour faire avancer quelqu'un au 2e tour. Mais quand c'est les européennes, c'est en proportionnel intégral à un tour. Donc là, le vote de conviction, c'est le vote utile.
Et ben voilà, ça marche pas. Donc il faut soutenir le Frexit, oui, mais bon, savoir que de toute façon, pratiquement dans le champ électoral, c'est nul et non avenu, quoi. Bref, donc pour ça, il ne faut pas être trop difficile, il faut être indulgent et avec déjà le peuple français et ensuite avec les leaders politiques qui entendent bien que le Frexit n'est pas du tout populaire et qui alignent forcément leur discours sur, tout simplement sur l'électoralisme, hein, puisque le but du jeu, quand on se prête aux élections, c'est d'engranger un maximum de voix, de bulletins dans les urnes. Donc si vous soutenez un projet qui n'est pas populaire, c'est tout simplement vous allez dans le mur, quoi, mais volontairement. C'est même pas une erreur de stratégie, c'est que, vous faites volontairement une erreur stratégique. Ce que je veux dire, c'est que les principes et la stratégie, c'est deux choses bien différentes. Hein. Il faut vraiment dissocier la métapolitique, qui consiste à dire la vérité, ou du moins ce qu'on pense être la vérité, et puis la politique. La politique, c'est autre chose. La politique, c'est écouter l'opinion publique, d'abord, et essayer de trouver un discours qui s'adapte à l'opinion publique. Alors quand l'opinion publique est à moitié morte, c'est vrai que c'est... composé de débiles légers, à 51%, il faut faire baisser le niveau, hein, c'est tout. Non, mais c'est comme ça que ça marche. Hein. De toute façon, dans n'importe quel groupe, il faut trouver une moyenne. En fait, moi, c'est ce que j'ai appris en faisant la politique et de la métapolitique, c'est que la politique ne consiste pas à dire la vérité, ni même à dire ce qu'on pense. Je parle de la politique, hein, politique de terrain, quoi, politique politicienne, politique électoraliste. Ça ne consiste pas à dire la vérité ni à dire ce qu'on pense, ça consiste en fait à définir un discours adapté à la moyenne. Alors c'est pas très romantique, ça fait pas rêver, mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça depuis plus de 2000 ans. Hein, je veux dire, la politique, fondamentalement, la politique politicienne a été inventée en Grèce antique, hein, autour de l'agora. Les politiciens se faisaient conseiller par les sophistes, qui étaient les conseillers en communication de l'époque, et qui a donné l'adjectif sophistiqué, mais qui vient de sophisme, mais qui est péjoratif à l'origine. Mais les sophistes, c'était les conseillers en communication des politiciens, qui donc apprenaient en fait à produire un discours, non pas de vérité, hein, mais adapté en fait, à ce que les gens veulent entendre. C'est-à-dire qu'en fait, les Grecs ont inventé la sophistique, mais aussi la démagogie, au sens étymologique du terme. Donc, en fait, il s'agit pas, c'est pas une décadence, c'est pas une corruption, en fait, hein, la politique politicienne. Non, c'est comme ça depuis toujours. Hein. Voilà. Sauf que effectivement, c'est pas un truc, ça fait pas rêver, quoi. Mais c'est intéressant. Puisque, effectivement, c'est aussi les Grecs qui ont inventé l'art oratoire, les joutes verbales. Hein, relisez Platon, hein, c'est tout, quasiment, les 90% de ce qu'il a écrit, c'est des dialogues entre Socrate et, justement, des sophistes, ou alors des disciples. Le point de départ de la philosophie, c'est des discussions, c'est des joutes verbales. Entre des gens entre Socrate qui cherche la vérité, et puis justement des sophistes qui essaient de l'embobiner ou qui essaient de produire un effet de vérité en utilisant le langage d'une manière performative pour produire des effets de réalité, etc. Donc en fait tout ça n'est pas moderne, c'est pas de la corruption, c'est pas une décadence, non, c'est comme ça depuis toujours. Ouais, je vais conclure. Ouais. Donc, effectivement, un coup majeur serait porté à l'atlantisme en cas de victoire à l'élection présidentielle d'un parti, eurosceptique et pour la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Ces deux instances supranationales, réunies à Bruxelles, hein, puisque le siège de la Commission européenne et le siège de l'OTAN sont à Bruxelles, à 5 km l'un de l'autre. Donc tout ce petit monde-là se connaît, hein, c'est évident, et en fait c'est pour ça qu'ils arrivent à travailler en synergie, hein, avec une telle force, et c'est pour ça que ça marche, quoi. C'est parce qu'en fait ils peuvent se voir pendant la pause de midi, ils peuvent discuter, et voilà. Donc ces deux instances se battront pied à pied contre tous les suffrages populaires qui les mettront en danger. L'annulation pure et simple du résultat de l'élection pour obliger les électeurs à revoter un troisième tour, à l'occasion duquel le résultat s'inverserait, hein, comme je vous disais, suivant le modèle de la révolution orange de 2004-2005. C'est une option possible, hein, évidemment, mais au cas où le vainqueur
donc de tendance souverainiste, antimondialiste et euro-atlanto-sceptique, refuseraient malgré tout de partir, le feu vert pour renverser ce nouveau gouvernement serait donné. Et des groupes d'individus commenceraient à converger vers les centres de pouvoir, à Paris et en province. Quels seraient les objectifs de ces individus, leur mode opératoire et leur composition? Et là, pour répondre à ces questions, le coup d'État qui s'est déroulé donc, en Ukraine, là, ce coup-là, pendant l'hiver 2013-2014, peut nous servir de lead, car il présente une typologie conventionnelle, bien documentée. Donc l'objectif de ces rassemblements, commençant au soir de la présidentielle française, qui verrait donc un antimondialiste l'emporter, serait donc de lancer une révolution colorée sur le modèle ukrainien, dont un test de faisabilité avait déjà eu lieu autour du mouvement Nuit debout. Si vous vous souvenez, donc occupation d'une grande place, avec des tentes et du ravitaillement organisé, matraquage d'éléments de langage stéréotypés et de revendications abstraites, gros plans sur des jeunes et sur des filles, manifestations qui dégénèrent avec des provocateurs pour brûler des voitures, casser des vitrines et aller au contact des forces de l'ordre. Là, pendant Nuit debout, il ne manquait plus que les tireurs embusqués pour faire des victimes dans la foule. Ce qui a eu lieu donc à Kiev en 2014, pour en rajouter encore dans la dramatisation des événements. Donc, bon, bah oui, je peux m'arrêter là. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous invite à vous informer sur justement toutes les techniques des révolutions colorées. Quand on sait en fait comment ça marche, eh bien, on peut voir le décrypter en direct. Par exemple, ça permet effectivement de se prémunir intellectuellement contre en fait les effets de séduction que ça peut produire. Parce que tout est fait pour séduire. Aujourd'hui, effectivement, c'est pour ça que, comme la Russie n'essaye pas de séduire, eh bien, du point de vue de la sensibilité libérale capitaliste, Poutine occupe la place du père, c'est-à-dire une place d'austérité. Là où, effectivement, les révolutions colorées font des gros plans sur les jeunes filles, sur la jeune fille jolie de préférence, tout ça pour, en fait, effectivement, donner une ambiance festive comment dire, agréable, qui doit aboutir, malgré tout, en fait, à des renversements de régime avec des conséquences dramatiques, puisque, de fait, cette révolution de 2014 a lancé une guerre civile qui a fait plusieurs milliers de morts et a des conséquences jusqu'à aujourd'hui, puisque de fait l'intervention lancée par l'armée russe le 24 février 2022 a pour fonction fondamentalement d'en finir avec cette guerre civile lancée en 2014. Et je vous remercie. Pardon, on va passer aux questions. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. On se prend 10 minutes à peu près de questions-réponses. On va passer 10 minutes à peu près à faire des questions-réponses. Tout le monde m'entend là? Ouais. Une bonne voix pourtant. Questions-réponses pendant 10 minutes. Merci. Merci pour le relais. Alors, on va passer 10 minutes après sur les questions-réponses. Je précise que questions-réponses, ça ne veut pas dire débat. Comme on est 120 à peu près, sur débat à 120, ça ne va pas marcher. Donc, si vous avez une question à poser qui dure 1 heure, je vous propose de nous voir à la fin et puis on organisera une conférence. Je suis sérieux, c'est vrai, on va faire une conférence. Donc, je donne 45 minutes par personne pour poser votre question. 45 secondes, pardon. Oui, tu vois tes rêves, tu les entends bien. Parce qu'ils entendent bien, tu vois. Voilà, donc 45 secondes. Après, je reprends la parole et je donne à Monsieur Cerise. Voilà. Il y a besoin du micro ou... Non, vous vous levez, vous parlez bien fort, ça. Remarque, comme tu es à côté, tu peux prendre le micro, vas-y. Quand vous posez des questions, levez-vous et parlez fort. Voilà. Ouais. Oui,
J'imagine que tu sais que la famille Biden, père et fils, est largement impliquée dans des affaires sales en Ukraine depuis longtemps. Et là, en ce moment, aux États-Unis, ressort l'histoire de l'ordinateur portable du fils Biden. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Voilà, je voulais mettre ce sujet-là sur le tapis, savoir ce que tu en pensais. Oui, alors effectivement, la famille Biden a une histoire mouvementée avec l'Ukraine, puisque en 2014, Joe Biden, qui était vice-président d'Obama, puisque justement le putsch de 2014 s'est déroulé sous le mandat présidentiel d'Obama, et à l'époque, Joe Biden était déjà aux affaires puisqu'il était vice-président d'Obama. Donc à l'époque, en fait, donc l'Ukraine bascule en fait dans un statut de colonie, littéralement américaine, puisque Joe Biden nomme son fils directement à la tête de la plus grosse entreprise gazière d'Ukraine. Dire voilà, ils font ce qu'ils veulent quoi. L'entreprise s'appelle Burisma. Donc il nomme son fils, là voilà, on est en plein népotisme. Alors l'entreprise est dirigée, possédée à moitié par Igor Kolomoïski, qui lui-même donc est un mécène de la communauté juive ukrainienne, qui a je crois une quadruple nationalité, puisqu'il est ukraino-israélo-chyprioto-suisse, puisqu'il a une résidence en Suisse. Et peut-être qu'il a même 5 nationalités, puisqu'il vit beaucoup aux États-Unis, évidemment. Il est par ailleurs donc fondateur du Parlement juif européen, au Parlement européen. Il est aussi financier donc, de Pravi Sector, enfin un des premiers, de plusieurs bataillons néo-nazis, et notamment donc en fait actionnaire, quasi majoritaire de Burisma. Tout ce petit monde se connaît. Joe Biden, ensuite Joe Biden, c'était en 2018, à l'occasion d'un entretien, d'une discussion filmée au CFR, Council of Foreign Relations, en fait aussi s'autoriser à dire à demander que le procureur général d'Ukraine soit viré, sinon l'Ukraine ne recevrait pas, je ne sais plus, 5 milliards de dollars Voilà. Oui, voilà. Et puis là, bon, effectivement, plus récemment, il y a l'affaire autour de l'ordinateur. Là, c'est vraiment un acte manqué de la part du fils là de. Voilà, c'est ce que je sais. Si je peux me permettre, sachant que cette histoire d'ordinateur est connue depuis l'élection de 2020 et qu'elle ressort maintenant. Oui. Oui, elle ressort maintenant, oui, à cause de l'actualité. Une autre question ici. Le timing. On a vécu 2 ans de hypnose collective. Les gens m'avaient l'air plus normaux pendant le Covid, qui le sont maintenant. Vous m'avez fait une tout à l'heure. Qu'est-ce qui explique en ce moment c'est à la milliseconde et que l'état de psychose est supérieur. Est-ce que vous pouvez expliquer, concrètement parlant, qu'on puisse se prévenir pour notre entourage? Ça m'inquiète beaucoup, c'est une vraie question pratico-pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se prévenir, pour aider quelqu'un, comment on doit agir? Parce que là, c'est au-delà, pour moi, dans mon expérience, c'est au-delà du Covid. Voilà. Ouais, c'est-à-dire en fait les gens qui s'engagent pour l'Ukraine, c'est ça, qui mettent un pull jaune et bleu contre Poutine. Ouais. Les réactions des covidistes, l'hypnose était encore gérable. Mais là, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des mécanismes qui sont profondément quasiment psychiatriques. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui a produit que ça se produise? Là, c'est que, en fait, donc c'est une exploitation du triangle de Karpman. Vous savez, là, c'est une figure d'analyse transactionnelle qui modélise les projections émotionnelles selon 3 places. Donc le bourreau, la victime, le sauveur. Donc en fait, le covidisme repose donc sur, qui occupe la place du bourreau dans le covidisme, en fait, c'est un virus. Donc bon, oui, c'est... Donc ensuite, alors ça peut être les porteurs potentiels du virus, donc les gens qui refusent de porter un masque dans la rue encore aujourd'hui, par exemple. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est que c'est beaucoup plus diffus. On ne peut pas vraiment faire les 5 minutes de la haine, vous savez, c'est-à-dire concentrer toute l'énergie agressive
sur un point unique. Alors que là, en fait, la haine peut avoir une densité quasi matérielle, parce qu'on peut concentrer les émotions négatives, de ressentiment, sur Poutine, hein, sur la Russie en général. Donc en fait, c'est peut-être plus violent, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 2 ans, l'hypnose covidiste, quelque part, en fait, elle abrutit. Enfin, je veux dire, elle fait tourner la tête, etc. Enfin, les gens sont un peu comme des somnambules, en quelque sorte. Alors que là, ils sont dressés comme des chiens de combat. C'est vraiment ça, ils sont dressés à aboyer, quoi. C'est vas-y, attaque, attaque. Et on voit la bave aux lèvres, quoi. Ça, ils ont vraiment envie de mordre, quoi. Parce que justement, la focalisation de l'attention est facilitée par tout simplement le fait que il y a une personne qui symbolise la Russie, agressive, etc. C'est Poutine, et donc c'est facile en fait de mobiliser, de rassembler, hein, d'organiser ces émotions plus que quand c'est une menace diffuse et invisible. Je vais prendre une question si vous voulez. Savoir pourquoi la guerre en Ukraine fait autant de résonance exactement la même guerre en 2008 en Géorgie. Pourquoi autant de résonance et si l'Ukraine est un point stratégique pour l'État profond? Oui, c'est ça en fait. Alors la Géorgie est un pion essentiel évidemment aussi de l'atlantisme, puisque la Géorgie est aussi en voie d'intégration dans l'OTAN. Apparemment, il y a aussi en Géorgie un ou plusieurs laboratoires biologiques de recherche sur les armes biologiques spécifiques dirigées contre les Russes, etc. Mais bon, pourquoi ça n'a pas eu le même écho en France? C'est parce que c'est plus loin. Non, mais ça joue. Enfin, je veux dire, géographiquement, c'est plus loin. Et comment dire, c'est plus petit. Et la Géorgie fait partie de la stratégie de containment, d'encerclement de la Russie. Oui, ça c'est évident. Hein. Mais en fait, elle fait pas partie. Elle n'est pas dans l'intermarium. L'intermarium, c'est la stratégie théorisée par les Polonais essentiellement. En fait, pour construire un front unifié de la mer Baltique à la mer Noire, et pour refaire l'opération Barbarossa, en fait. Et ça, c'est... donc, en fait, alors, la Géorgie, en fait, a moins de relais, a eu moins d'écho en France en 2008, parce que, l'enjeu était moins important. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, il faut se mettre à la place en gros, des agitateurs, par exemple, des Straussiens, hein, le Victoria Nuland, etc., tous ces gens-là, Soros, Brzezinski ou ses enfants, puisque Brzezinski lui-même est mort, mais tous ces gens qui ne rêvent que de rejouer Barbarossa. Voilà. Ça fait des dizaines d'années qu'ils bossent à élaborer l'intermarium, hein, ce front unifié, pour pouvoir attaquer sur un front unique la Russie directement sur ses frontières. Et puis là, patatras. Tout s'effondre. C'est fini. Voilà. Il n'y aura pas d'intermarium. Donc là, en fait, c'est des dizaines d'années de travail qui s'effondrent en quelques jours. Ils deviennent dingues. La Géorgie, en fait, l'enjeu était... il y avait moins de crispation, si vous voulez, sur la Géorgie, parce que oui, ça fait partie de la stratégie d'encerclement, mais c'est... Je sais pas, on sent bien que, en fait, en gros, je dirais que le pouvoir, la CIA se dit, allez, on peut, de toute façon, en gros, la Géorgie, on l'a quand même, de toute façon. C'est comme la Moldavie c'est des petits pays, en fait, qui sont peut-être, plus faciles, en fait, à gérer quand même si les Russes sont encore là, etc. Oui, d'accord. Oui. L'Ukraine, c'est une île des Khazars. J'aurais bien aimé que si vous puissiez parler un peu, parce que je crois que c'est très important de quand même préciser. Oui, alors ça, oui, c'est le royaume des Khazars. Donc, si Soros avec ses soldats et tout ça sont là-bas, ce n'est pas pour rien. Oui, alors ce serait le berceau du judaïsme ashkénaze. C'est-à-dire, en fait, c'est la première fois, finalement, qu'il y a des juifs non sémites dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un peuple, vers l'an 800,
qui décide, pour je ne sais plus quelle raison, je crois que c'est échapper aux impôts des musulmans ou un truc comme ça, enfin bon bref, je ne sais plus, qui décide de se convertir au judaïsme, mais sans relation, on pourrait dire, génétique, quoi, en fait, enfin, sans relation identitaire forte avec le judaïsme. Une conversion de masse, en fait, en gros de caucasiens, enfin, c'est-à-dire d'européens, à la religion juive. Bon, cela dit, il y en avait eu avant, puisque, bon, de fait, il y a quelque part, j'ai envie de dire que quand les premiers chrétiens se convertissent, enfin, quand les premiers chrétiens apparaissent, en fait, ce sont des juifs déjà, enfin, ce sont des juifs qui se convertissent, en fait, à une sous-branche du judaïsme, hein, puisque bon, à l'époque de Jésus, c'est pas perçu comme une religion différente, c'est perçu comme un judaïsme dissident, et ensuite, en fait, ça va essaimer en Europe. Donc en réalité, le processus, on pourrait dire, de désémitisation du judaïsme avait commencé avant les Khazars. Mais bon, enfin, je veux dire, par le biais de la christianisation, qui dans un premier temps... Oui, enfin, là, bah, Oui, bonsoir Monsieur Cerise. J'aimerais connaître votre sentiment sur le rapprochement de Xi avec Poutine. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est bah, c'est en fait le blason héraldique de la Russie, c'est un aigle à deux têtes, hein, c'est-à-dire avec une tête qui regarde à l'ouest, une autre qui regarde à l'est, parce qu'effectivement, les Russes se disent depuis, depuis un certain temps que finalement eux-mêmes se sentent européens, occidentaux, mais les occidentaux ne veulent pas d'eux en l'état actuel, enfin en tant que Russes. C'est-à-dire que les occidentaux veulent systématiquement les conquérir. Et donc, les Russes se sentent un peu rejetés par les Occidentaux. Hein, ce que Troubetskoy, un des pères fondateurs de la géopolitique, appelait les romano-germaniques. Hein, c'est donc Nicolas Troubetskoy qui a inventé le concept d'eurasisme pour, en quelque sorte, donner un mythe fondateur à une géopolitique russe, et non simplement calqué sur les vues britanniques. Et donc il invente le concept de racisme et il dit voilà, bon, la Russie, depuis des siècles, hein, c'est un sixième des terres émergées, mais finalement c'est resté quasiment vide, enfin c'est resté quasiment à personne, quoi. Et donc il dit voilà, bon, en fait, les romano-germaniques, hein, c'est-à-dire en fait, en gros, les Européens de l'Ouest, quoi, en fait, ne rêvent que d'une chose, c'est de conquérir nos territoires. Et peu importe la nature du régime, hein, ça n'a plus aucune importance. Puisque c'est le territoire qu'il faut conquérir. Hein. Donc, ensuite, on cherche bon, et donc, en fait, la Russie se trouve un petit peu entre deux chaises. Elle aimerait bien être occidentale, enfin, du moins avoir de bonnes relations avec les Occidentaux, mais c'est pas, enfin, manifestement, les Occidentaux ne supportent... Enfin, les Occidentaux... Je dirais, les minorités actives qui dirigent l'Occident, en fait, ne comprennent pas ce que c'est qu'une relation de bon voisinage et une relation d'égal à égal. Donc, je veux dire, et parmi ces minorités actives, encore une fois, hein, je veux dire, Hitler n'était pas spécialement sioniste ou juif, hein, mais lui-même s'est lancé dans une aventure, guerrière, hein, totalement délirante, hein, et qui... Oui. Oui, oui. Madame ? C'est vous qui voyez. Oui, bonjour. J'ai l'impression qu'en fait, cette intervention russe en Ukraine a fait juste au bon moment. C'est-à-dire 6 mois plus tôt, ça aurait été trop tôt, et 6 mois plus tard, ça aurait été trop tard. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est lié à la mise en place de l'identité numérique, du grid reset. Si ça avait été trop tôt, on aurait été encore dans la foule, pas encore habitué au vaccin, et trop tard. Donc j'ai l'impression que la montée en puissance de l'agression contre les populations du Donbass, le fait qu'il y ait eu une menace nucléaire de la part de l'Ukraine contre la Russie, et la prochaine... Votre question, s'il vous plaît. Votre question. Je voudrais savoir si c'est ça, s'il y a vraiment une corrélation, enfin si mon impression est juste, s'il y a une corrélation entre le timing qu'on a imposé à Poutine pour le forcer. Merci. Monsieur Bouguin. C'est-à-dire qu'en fait,
comment dire, rétrospectivement, on peut trouver une logique rétrospective à tout, en permanence. C'est-à-dire, en fait, on peut en fait tracer des lignes entre les points en permanence. Vous voyez ce que je veux dire? On peut trouver une logique, une cohérence. Mais en face. Oui. Mais en fait, Oui. Comment? Bah, c'est toujours artificiel et toujours fondé. On peut tout le temps, toujours trouver... Enfin, ça s'appelle la paranoïa, en fait. Non, mais... non, mais là, je parle d'une rationalisation rétrospective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut trouver, en fait, on peut se dire qu'il y a une cohérence dans le timing qui obéit, en fait, qui obéirait, en fait, à une attention particulière. Mais ça, en fait, à chaque instant, on peut trouver des cohérences, des rationalités, sur tous les sujets, dans tout, quoi, vous voyez. Enfin, mais rétrospectivement. Maintenant, en fait, ce qui est plus intéressant, c'est de faire des prévisions sur la base, en fait, d'une grille de lecture qui va permettre d'annoncer ce qui va se passer. Et là, en fait, là, on ne peut pas dire que c'est un raisonnement paranoïaque. Mais bon, il y a très peu de gens. Enfin, je veux dire, en fait, si vous voulez, là, il était possible. Moi, je savais en 2014 que de toute façon, ça allait péter d'une manière ou d'une autre. Soit parce que l'Ukraine allait attaquer, l'OTAN allait attaquer directement sur la frontière limitrophe avec la Russie, soit parce que la Russie allait faire quelque chose. Mais bon, honnêtement, alors c'est là où j'avais cerné le cadre général. C'est pour ça que je me suis vraiment intéressé à la question en 2014, parce que je savais, sur la base, je dirais, tout simplement d'une grille de lecture adaptée à la situation, que ça allait s'envenimer. Maintenant, je pensais pas que les Russes attaqueraient les premiers. Je pensais que ce serait... mais là, ils ont simplement anticipé, oui, effectivement, sur la base de ce que, par exemple, Andriy Bielski, en 2019, disait, quand il parlait d'un scénario croate dans le Donbass. C'est-à-dire, en fait, une opération du type... de ce que les Croates ont fait en Serbie, en 1995, c'est-à-dire une opération très rapide, suivie d'une épuration ethnique. C'était le but. Mais bon, sachant que de toute façon, il y avait une accumulation de facteurs de guerre avec les laboratoires biologiques. Là, il y a 2 ans, Poutine avait fait une déclaration pour dire qu'il y avait des recherches de matériel biologique russe et qu'il se demandait bien pourquoi. Voilà. Et puis donc la déclaration de Zelensky au forum de Munich, la conférence de Munich, sur le retrait du mémorandum de Budapest. Bon, tout ça s'accumule au bout d'un moment, bon, trop c'est trop, quoi. Donc... Monsieur, comment expliquez-vous que les services secrets russes étaient aussi clairement inefficaces par rapport à ce que vous avez raconté sur les services secrets américains, sur la manipulation des élections en Ukraine? Parce qu'ils sont plus en Ukraine. Enfin, je veux dire, bon, ils y sont, évidemment, mais enfin, je veux dire, ils n'ont pas les mêmes relais tentaculaires. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on surestime la volonté de puissance des soviétiques et la volonté de puissance russe. C'est-à-dire qu'il y a eu en fait une fabrication de l'ennemi, une fabrication de l'image de l'ennemi, et qui colle encore à la peau de la Russie, en fait, qui serait effectivement, en quelque sorte, qui aurait le même niveau, on pourrait dire, de volonté de puissance que les Américains, les Britanniques, que les Occidentaux. En fait, non, c'est pas vrai. C'est que oui, ils ont des agents de renseignement un petit peu partout, mais ils ne sont pas du tout au même niveau d'interventionnisme. De fait, ils font pas trop de révolution colorée, alors qu'ils pourraient le faire, ils pourraient essayer. Enfin, c'est aussi qu'ils n'ont pas les moyens non plus. Ils pourraient... je veux dire, non, mais après, on peut se donner les moyens aussi. Je veux dire, c'est-à-dire que si l'infiltration de l'Occident était vraiment ce que les macartistes là, disaient dans les années 50 là, pendant la chasse aux sorcières, on en verrait le résultat. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que là, on nous présente la Russie comme une espèce de filiation, en fait, avec une filiation avec l'URSS, et avec en fait une espèce de monde là, enfin comment dire, d'agents de renseignement et de services secrets. Mais en fait, bon, ils sont pas si puissants que ça. C'est juste que
Ils n'en ont pas la volonté, ils n'en ont pas les moyens, donc voilà, l'un dans l'autre, en fait, ils sont obligés de faire des trucs de bourrin, quoi, parce que là, ce qu'ils font depuis le 24 février, on parlait de guerre hybride, mais en fait, là, en réalité, là, on est dans une opération conventionnelle, hein, avec des gros bombardements bien lourdingues, bien photogéniques, qui peuvent être exploités par l'ennemi. Enfin, je veux dire, c'est pas très subtil, là, ce qu'ils font, hein, mais ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Ils n'ont pas les moyens de faire une contre-révolution colorée en Ukraine. Et puis, ils n'ont pas les moyens de travestir la réalité avec de la cosmétique médiatique. Non, c'est tout. Ils sont obligés de faire un truc de bourrin, quoi. Moi, je me demande si est-ce qu'on ne serait pas plus avancé encore que l'Ukraine dans la manipulation. C'est-à-dire que pendant le Covid, finalement, on a vu la droite et la gauche qui s'unissaient, Mélenchon et Marine Le Pen qui réclamaient plus de masques, les autres plus de vaccins. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore plus avancé dans un espèce de consensus et une union de l'extrême droite, l'extrême gauche? Et finalement, donc, on est peut-être potentiellement encore plus victime des plans de l'OTAN. Est-ce que le Covid n'a pas uni les extrêmes en France au point que maintenant, on soit encore plus mûrs que l'Ukraine? Non, j'ai pas l'impression. Non, il y a quand même, en fait... comment dire, il n'y a pas de consensus, hein, sur la Covid. Il y a quand même plusieurs partis qui sont pour l'abolition du pass vaccinal. C'est écrit noir sur blanc dans les programmes. Il y a plusieurs partis qui sont pour la sortie du commandement intégré de l'OTAN. C'est les mêmes d'ailleurs que ceux qui sont pour l'abolition du pass vaccinal. Et puis après il y a quand même des nuances en fait, hein, dans l'adhésion à la religion covidiste. Il y a des nuances. Il y a ceux qui veulent encore plus de masques et puis de la vaccination obligatoire. Et ça, en fait, si Macron repasse, on l'aura, la vaccination obligatoire. Mais tous les partis, là, en lice aux élections, ne sont pas pour la vaccination obligatoire non plus. Donc, voilà. Mais en fait, c'est ce qui est marrant, hein, c'est de voir que en fait, les covidistes sont aussi les pro-ukrainiens. C'est assez marrant. Hein, en fait, finalement, c'est une tournure psychologique, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui croient ce que dit la télé, puis les gens qui ne croient pas forcément ce que dit la télé. Et ça marche pour tous les sujets, en fait. S'il vous plaît, en fait, la première, c'est quelle issue serait la plus probable en fait, à moyen terme. Et la deuxième, c'est à propos des cookies en fait, sur les sites web. Pas les cookies là-bas. Vraiment, quand on voit par exemple refuser, accepter, tout accepter, et des fois même accepter et fermer, moi ça me fait un parallèle, accepter et fermer là. Enfin, est-ce que c'est vraiment, il y a une sorte de piratage dont vous parliez tout à l'heure, informatique, philosophique, est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit ou pas? De toute façon, les cookies, c'est des logiciels espions, en soi, puisqu'ils sont censés... Comment c'est présenté, le fait de cliquer sur accepter? Ah oui. Comment on s'habitue en fait à accepter. Oui, mais bon, là, on nous donne le choix quand même, puisqu'on n'est pas obligé d'accepter. Là, parfois il y a des évolutions, je dirais, qui vont ponctuellement dans le bon sens, quoi. Enfin, je veux dire, sur la possibilité d'accepter ou non les cookies. Mais bon, ça après, ça. Mais... On va bientôt terminer. Et du coup, la première question. À l'issue. Alors, moi, je fais pas de prédiction. Honnêtement, je parle du présent et je parle du passé. Et parfois, c'est suffisant pour dégager, on pourrait dire, des tendances. Et puis si on pousse la logique de la tendance jusqu'à son terme, on peut faire des pronostics. Mais j'essaie parce que le risque, parce que c'est séduisant, quoi. Il y a une séduction en fait à dire oui, à faire des prédictions, tout ça. Donc j'essaie de ne pas tomber là-dedans. Mais en revanche, en ne parlant que du présent et du passé, on peut malgré tout faire des pronostics involontaires en quelque sorte. Cette question, on comprend que Poutine pense que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN représente une menace existentielle pour la sécurité de la Russie. Pourquoi ça dérange moins les Russes que les pays baltes qui sont à 2 mètres de Saint-Pétersbourg soient dans l'OTAN et pourquoi ça les fait pas réagir de la même façon? Oui, effectivement, là c'est une question... en fait, c'est aussi parce que je pense qu'en fait les pays baltes,
en réalité, n'ont, comment dire, pas vraiment, je dirais, le potentiel humain, en fait, pour lancer une offensive. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes se disent, bon, si les pays baltes bougent le petit doigt, en fait, bon, de toute façon, on les écrase en 2 secondes, quoi. Enfin, je pense qu'en fait, les pays baltes sont extrêmement faibles et n'ont aucun potentiel, comment dire, militaire vraiment dangereux, quoi, en fait. Ils sont beaucoup, et puis eux-mêmes sont encerclés en quelque sorte par la Russie. Alors que, oui. Est-ce qu'il y aura un peu une course contre la montre? Parce que d'un autre terme, on présente la Russie comme une seule, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a fait une alliance qui est nommée BRICS avec le Brésil. Je ne sais pas que c'est le plus dirigeant, je n'ai pas de jugement ni d'opinion, mais BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc elle pourrait éventuellement contrebalancer pour pas qu'il y ait de guerre, mais où serait la place de l'Ukraine? Est-ce qu'on n'est pas engagé dans une course contre la montre que cette alliance se fasse pour contrer l'OTAN? C'est une question que je viendrai l'Ukraine. Merci. C'est-à-dire une intégration de l'Ukraine dans les BRICS? C'est ça? Je pose la question de savoir si ça pourrait éviter la guerre, cette rapidité, et que deviendrait l'Ukraine dans ce cas-là. C'est-à-dire en fait une alliance renforcée des BRICS? Oui, une alliance renforcée des BRICS pourrait contrebalancer l'OTAN, mais on est quand même dans une course, une opinion perso, dans une course contre la montre, avec cette situation explosive en Ukraine et les esprits qui ont été formatés par le communisme, par McKinsey, et donc ils sont un peu comme ils remplacent le tsar. Voilà. En fait, bon, les BRICS, on n'en entend plus trop parler en ce moment, c'était à la mode il y a quelques années, mais là c'est vrai que on a l'impression que c'est un peu en retrait, enfin que c'est un peu endormi, quoi. Mais de toute façon, j'ai l'impression que, bon, de toute façon, enfin, c'est pas qu'une impression, les BRICS, c'est uniquement des accords de coopération économique. Il n'y a pas de coopération militaire. Alors, la Russie a une organisation, enfin, zut, j'ai oublié l'acronyme, enfin bon, ils ont recréé une petite coopération militaire avec la Biélorussie et le Kazakhstan, si je me souviens bien. Mais voilà, bon, mais de toute façon, je pense que la Russie a les moyens de tenir tête de toute façon à l'OTAN, enfin à l'Occident, elle a parfaitement les moyens de. Et puis bon, en créant un jeu d'alliance avec la Chine et puis enfin, je veux dire, bon, voilà, c'est une puissance diplomatique, d'abord, la Russie. C'est pas une puissance économique, mais c'est une puissance militaire et diplomatique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'habitude de parler avec tout le monde. Bon, il y a un énorme